Nouvel épisode du French Talk aujourd'hui et je suis ravi d'accueillir Julien Quagliarini qui est très connu sur les réseaux sociaux puisque tu es, Julien, un coach sportif de renommée. En plus, c'est assez marrant parce qu'on est tous les deux de Montpellier et je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui et merci pour l'acceptation. Merci à toi, Hugues, en tout cas, de m'avoir invité dans ton podcast. C'est vraiment un plaisir. Et oui, effectivement, de Montpellier. Enfin, j'ai fait toutes mes études à Montpellier, disons, mais sinon, à la base, je suis originaire d'Avignon. Et puis voilà, parti aux États-Unis et à Miami depuis 12 ans maintenant. Voilà, Ça, pour ça la va petite être, intro. ça va être très très bien à creuser. J'ai pas mal de questions sur ça, surtout que tu as un parcours hyper riche sur tout ce que j'aime bien creuser, le parcours, les galères, comment on peut relier ça finalement au succès, à l'entrepreneuriat, tout ce que tu as appris. Tu as eu pas mal de choses, mais on va creuser tout ça. Est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu plus longuement que l'introduction qu'on vient de faire, mais qui tu es, un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, et après on viendra creuser un petit peu sur des périodes précises de ta vie. Waouh, je sais pas trop par où commencer, mais alors aujourd'hui j'ai 42 ans. Donc j'ai ma chaîne YouTube qui marche pas trop mal, donc avec un peu plus de 220 000 abonnés. Et j'ai créé ça il y a 7 8 ans, un truc comme ça. Euh, et du coup, voilà, je partage mon lifestyle à Miami, mais surtout des conseils musculation, nutrition, recettes, etc., mindset, business, vraiment beaucoup de choses. Euh, Ça, c'est ce que je fais actuellement, disons. Et sinon, pour me présenter, je sais pas par où commencer, à vrai dire. Je suis, J'ai toujours rêvé, en fait, si tu veux, de partir aux États-Unis depuis que je suis gamin. Donc, je regardais les films à l'époque d'Arnold, forcément, Van Damme, Stallone, etc. Et puis, je m'étais dit que un jour, je voudrais faire pareil, quoi. Donc, c'était ma grande inspiration, c'était Arnold Schwarzenegger. Et je me suis dit, un jour, je vais partir aussi aux États-Unis pour réaliser mon rêve, devenir bodybuilder professionnel et ensuite acteur, et ensuite, on verra. Donc, en gros, ça a été quelque chose qui a parcouru tout le temps mon adolescence et c'est resté ancré dans ma tête jusqu'à ce que je prenne la décision un jour de franchir le cap. Et je suis parti à 30 ans en fait. Donc j'avais déjà tous mes diplômes en poche, donc c'est-à-dire que j'ai fait une licence STAPS, master 2, etc. Donc j'ai fait quand même des longues études si tu veux, à Montpellier d'ailleurs, donc au STAPS de Montpellier. Ouais. Euh, j'ai fait 7 années d'études du coup après le bac pour avoir tous les bagages possibles, inimaginables dans le coaching sportif. Donc j'ai passé aussi d'autres diplômes de préparateur physique de sportifs de haut niveau, CREPS de Montpellier, un brevet d'état aussi à CUMES, donc c'est haltérophilie, culturisme, etc. Donc en plus de mon master 2. Donc je voulais avoir tout ce qui pouvait exister comme diplôme en fait dans la prépa physique, dans le coaching, musculation, etc. Et, euh, et avec ça, j'ai commencé aussi à faire des compétitions de bodybuilding à l'époque en France. Et alors, à l'époque, forcément, c'était pas du tout comme aujourd'hui. C'était vraiment dans des pauvres gymnases vraiment miteux et tout ça. Il y avait une seule catégorie, c'était bodybuilding. Il n'y avait pas toutes les catégories de maintenant. Il n'y avait pas de réseaux Hmm. sociaux. Il n'y avait pas de Facebook, pas de YouTube, rien. Donc, c'était vraiment pour les puristes, pour les passionnés et pour les dingos aussi, parce que forcément, pour faire ça, il faut être un peu taré dans sa tête, parce que c'est un sport hyper ingrat, c'est très très dur physiquement, mentalement. Et j'ai commencé à faire quelques compètes en 2004 par là. Et ça a été très 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 dur. Je suis allé jusqu'au championnat de France et tout ça. Mais après ça, j'ai un peu stoppé parce que ça a été une année très 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 compliquée. J'ai pas forcément fait les choses correctement. J'avais pas forcément un bon coach à l'époque non plus. Et puis du coup, je me suis ensuite focalisé plus sur mes études. Euh, Jusqu'à ce qu'un jour, ils sortent une catégorie du coup qui s'appelle muscle modèle et men's physique, pour ceux qui connaissent. Et ce genre en fait, c'était des physiques plus, on va dire, atteignables, plus athlétiques et tout ça. Et ça me parlait beaucoup plus. Je voulais pas devenir Hmm. énorme, un énorme bodybuilder, etc. Je voulais garder en fait une shape, disons, athlétique, mais pas devenir vraiment énorme. Et Hmm. quand j'ai entendu parler de cette catégorie, c'est vrai que ça m'a tout de suite intéressé, sauf que forcément, c'était d'abord qu'aux États-Unis que ça se passait. Et du coup, voilà, c'était une aussi des motivations qui a fait que je suis parti. Et puis aussi à ce moment-là, j'avais une copine de l'époque, donc
qui m'a lâché comme ça du jour au lendemain. Ça a été très très compliqué pour moi. Et en fait, c'est tout un tas d'événements qui ont fait que je me suis dit, allez, c'est bon, maintenant, j'ai, j'ai décidé de tout lâcher et de partir aux États-Unis, en fait, vivre mon rêve, quoi. Donc, ça a été des déclencheurs qui ont fait que je suis parti. Et, euh, et puis voilà, donc après, je sais pas si tu veux que je continue parce que là, ça va être super, super long. Mais Non, mais après, on va donc voilà, creuser ouais, des c'est aspects ça. plus profonds sur le passage aux États-Unis, comment tu fais aussi pour rester là-bas, parce que les Mm, États-Unis, mm. théoriquement aujourd'hui, en tant que Français, tu peux aller en touriste, mais tu peux pas y rester. Donc il faut, Bah oui. j'imagine, une carte verte où tu as peut-être d'autres choses, des visas. Voilà, je suis pas un spécialiste, mais tu vas pouvoir expliquer tout ça. Ouais, Mais là, c'est j'aimerais ça. bien qu'on reparte vraiment sur l'enfance, parce que quand tu parles, tu fais ta présentation, on sent que tu es un passionné. On a l'impression que dès tout petit, finalement, ça a été une évidence. Tu voulais être dans le sport. Et même, j'ai envie de dire, dans cette niche dans le sport, là, qui est la musculation, quoi. Tu parlais de bodybuilding, culturisme, etc. Vraiment très niché, quoi. Ouais, j'ai toujours fait du sport de toute façon depuis tout petit. Donc j'ai fait du karaté, du judo, j'ai fait beaucoup de natation. Et c'est vrai que j'étais à fond dans le karaté parce que, bah, comme je te disais, mon rêve c'était d'être acteur de films d'action à la Van Damme et tout ça. Ok. Et du coup, donc je suis allé jusqu'à la ceinture noire de karaté, je l'ai eu à 18 ans. Et puis j'ai continué un petit peu, j'ai fait des compètes de karaté. Et jusqu'à ce que je me prépare pour une compétition d'arts martiaux artistiques. Et qui devait avoir lieu du coup à Bercy, au Palais des Sports, Paris-Bercy. Et c'était vraiment un méga truc, énorme. Et je m'étais préparé pendant longtemps, des années et tout ça. Et je me suis salement blessé du coup sur la réception d'un saut. Donc c'est un peu des arts martiaux acrobatiques. À Hmm. l'époque, j'étais beaucoup moins lourd que maintenant, hein, forcément. Donc c'était vraiment des coups de pied sautés, volés en l'air et tout, des gros sauts, etc. Et je me suis pété le genou, donc les ligaments croisés. Et là, ça a été radical, quoi. Donc si tu veux, quand je suis arrivé aux urgences et tout ça, je pensais vraiment pas que j'avais ça. Je pouvais plus marcher, mais jamais j'aurais pensé que c'était une rupture totale des ligaments croisés, quoi. Et quand ils m'ont dit, bon, va falloir être fort, là j'ai dit, comment ça? Il me dit, bah là, vous en avez au moins pour 6 mois, un an. Je dis, quoi? Et alors que Hmm. j'avais ma compétition, en fait, quand je suis focalisé, moi, sur un objectif, je mets tout, tout, tout dedans. Et franchement, voilà, j'ai ça en tête, c'est une vision qui est très, très claire et je fais tout pour atteindre cet objectif-là. Et là, en fait, quand il y a un truc qui t'arrive dessus comme ça et qui te casse tout de suite ton objectif, eh ben là, en fait, tu as deux choix. C'est soit tu t'effondres complètement et puis tu sais plus quoi faire et tu pètes un câble et puis tu pars en déprime, soit tu trouves une alternative et d'autres solutions pour rebondir. Mais ça a toujours été un petit peu ça, ma vie, en fait. J'ai toujours eu ce genre de choses qui me sont arrivées à un moment donné, qui m'ont permis de rebondir sur après autre chose. Donc, si tu veux, c'est grâce ou à cause de ça que je me suis mis plus à fond dans la musculation, Hmm. parce que j'ai eu cet épisode où du coup, ça m'a coupé net dans cette aventure de préparation de compétition de karaté. Et je me suis donné à fond, du coup, dans la compétition, enfin, dans la musculation, pardon. Et comme j'ai toujours eu l'esprit compétitif, combatif, j'ai voulu ensuite voir ce que ça pouvait donner dans une compétition de bodybuilding. Donc c'est un petit peu ça qui a fait cette transition-là, en fait, du karaté à la musculation à fond. Et, euh, et du coup, bah voilà, j'ai continué à faire toutes mes études autour de ça. Parce que généralement, quand je fais les choses, je les fais jamais à moitié. Donc j'essaye de toujours aller jusqu'au bout et de faire les choses vraiment à fond. Mais j'avais toujours, malgré le fait que je fasse mes études sur ça, c'était surtout pour avoir un bagage ensuite, pour pouvoir faire autre chose et pour pouvoir me dire, bah, si je dois me faire réaliser mes rêves, donc, que ce soit dans le cinéma, dans la musculation, le bodybuilding ou autre, au moins j'ai quelque chose à côté, j'ai des diplômes, j'ai un bagage, au moins je serai Hmm. toujours sécurisé. euh, donc pour ça. Donc Ouais. voilà à peu près les choses. Mais ce qui est intéressant là, c'est que tu vois, tu parles de gros coups durs. Et en fait, tu as deux options. Soit tu t'écroules, soit finalement tu trouves une nouvelle opportunité dans un coup dur. Et à chaque fois, c'est ce que tu as pu faire. Ouais, Tu c'est parleras ça. d'autres coups durs que tu as eu, de te Mhm. relever. Est-ce que ça, c'est des valeurs en gros qui t'ont été inculquées par ta famille durant l'enfance, ou c'est justement cette fascination un peu des États-Unis qui amène ce côté un peu toujours savoir rebondir, trouver une opportunité, aller de l'avant, le mindset qu'on a peut-être moins en France, tu vois? Euh,
Alors, c'est dans la famille, peut-être mes grands-parents, parce que je les voyais vraiment bosser dur. Ils avaient leur propre entreprise, ils bossaient en couple. Donc, mon grand-père et ma grand-mère, ils ont monté leur atelier de mécanique de précision et je les voyais bosser, bosser, bosser. Donc, ils m'ont toujours appris la valeur en fait du travail et ça m'a beaucoup inspiré, ça c'est sûr. Et, euh, et ensuite, effectivement, c'est le mindset à l'américaine. En fait, je regardais énormément à la fois les films, mais je m'intéressais beaucoup aux histoires Hmm. de ces personnes-là qui avaient réussi. En fait, je me contentais pas de me dire ils ont de la chance, ils ont réussi. En fait, c'est que à chaque fois que j'avais pas un idole, mais une personne qui m'inspirait, j'allais toujours voir son parcours pour voir comment elle avait fait pour en arriver là. Donc ça a toujours été comme ça en fait. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai jamais en fait eu cette mentalité qu'on a souvent en France d'être jaloux des gens qui réussissent, Hmm. mais sans connaître le pourquoi du comment. J'ai toujours essayé d'aller creuser justement pour savoir qu'est-ce que ces gens-là avaient fait pour en arriver là où ils en sont en fait. Ouais, non, ça c'est. Ouais, c'est ça, c'est un truc, c'est vrai que c'est en France, c'est. Je sais pas pourquoi on a cette mentalité-là, mais c'est vrai que c'est assez perturbant quand tu as ce côté entrepreneur ou aller de Ouais, l'avant, de toujours être critiqué quand tu essayes de réussir ou quand tu réussis d'être jalousé, etc. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais c'est vrai que je pense que quand tu pars aux États-Unis, ça doit faire du bien au moral ou au mindset de côtoyer des gens qui t'encouragent ou qui se disent bah, comment tu ah, as fait pour en arriver là, ça m'intéresse, quoi. j'avoue, ouais, c'est vrai. C'est exactement ça que je recherchais aussi ici. Et pour le coup, c'est même la façon dont les gens me voient, en fait, pendant que je faisais ma période de compétition, etc., aux États-Unis, la vision des gens, la première chose, quand ils me voient en France, avant que je sois un petit peu connu sur les réseaux ou sur ma chaîne, je veux dire, c'était plus une mentalité enfin, ils me voyaient comme quelqu'un de niais de toute façon. À partir du moment où tu es un peu musclé, c'est que tu es débile. Ça a Hmm. toujours été la mentalité française. Ils vont pas chercher à creuser plus. Et puis il y avait souvent de la moquerie, souvent ce genre de choses. En fait, ça a souvent été un aspect négatif. Alors qu'aux États-Unis, à chaque fois que je crois que j'ai des gens, que ce soit dans la rue, dans l'ascenseur ou autre, en fait, c'était toujours pour me féliciter de mon physique et pour me demander du coup ce que je faisais pour en arriver là, quoi. Donc ils allaient toujours Ouais, chercher à me poser des questions sur comment, ce que je mangeais, comment je m'entraînais, ou enfin ils allaient justement me poser des questions sur pour savoir comment je faisais pour avoir le physique que j'avais en fait. Donc en fait c'est cette mentalité là qui est complètement différente ici, c'est vrai. ouais, c'est vrai que c'est marrant parce que même dans les entrepreneurs américains, il y en a plein qui sont adulés, dès que ce soit dans les plus connus au monde, type Jeff Bezos qui s'est mis à la salle, qui est devenu une machine. Mais je pense aussi à Alex Hormozy qui est en France là, Ouais, est adulé par une grosse communauté de mecs dans le digital, c'est vrai. qui est énorme physiquement, qui est impressionnant. Où justement aux États-Unis ils sont adulés et même finalement ils font des émules dans d'autres pays parce qu'en France aussi on les adule, enfin une certaine communauté. Par contre en France c'est vrai qu'il n'y a pas trop ce, Ah comme non tu disais, ce mais rapport où je vois pas, j'ai pas un entrepreneur dans un autre domaine particulier qui est monstrueux physiquement. Enfin, il y a pas comme s'il y avait un espèce de, comme tu as dit, genre il faut peut-être pas que je sois énorme, sinon ça va me décrédibiliser, quoi. Mais c'est ça, c'est que, alors je sais pas si tu connais, il y a un entrepreneur qui est très très connu aux États-Unis qui s'appelle Andy Elliott, qui a des millions aussi de followers. Il a construit un empire aussi aux États-Unis. Ok. Et le mec, en fait, son concept, c'est que si tu veux travailler pour lui ou être dans son équipe, il faut avoir le six-pack, sinon tu dégages. C'est un truc de fou. Assez Bon, radical, mais forcément, il s'est fait critiquer et tout ça, mais après, c'est leur jeu aussi à l'américaine. En fait, ils veulent avoir autant de haters que de gens qui les aiment. Et pour eux, à partir du moment où on parle d'eux, c'est que du bénéf parce que on parle d'eux. Donc voilà, mais c'est pour dire qu'un truc comme ça en France, jamais ça passerait quoi. C'est juste impossible. Donc ouais, alors pourtant en plus, toi, je me permets de te couper, mais en plus, tu vois, c'est marrant, souvent, j'en discute le matin avec ceux qui viennent tous les matins à la salle, et on est tous d'accord pour dire que, comme tu le disais, le sport, là, surtout la muscu, c'est hyper ingrat parce que tu te fais mal. Fondamentalement, je trouve, par rapport à d'autres sports, t'as pas trop ce côté excitation, amusement que tu peux avoir au tennis, au foot ou au basket, hein, il faut le trouver un peu personnellement dans le développement au quotidien. T'arrêtes 2 semaines, t'as l'impression de tout avoir perdu. Et à chaque fois, on parle avec les gars, on se dit franchement, si demain on doit partir à la guerre et créer une équipe de guerriers
qui ont des valeurs qui lâchent rien, moi, je viens les chercher à 6 heures du mat tous les matins à la salle. Parce que quand tu reviens tout le C'est ça. temps pendant des années, tu as un tempérament quand même de. Tu lâches rien, quoi. Et ça, je trouve que c'est peut-être sous-coté. On n'en parle pas assez, même dans les recrutements, dans les entretiens d'embauche. Je trouve que c'est pas assez valorisé ce côté sportif, tenir la cadence, Mais être rigoureux. ça te crée une. En fait, au début, c'est une routine. Après, ça devient une discipline et après, ça devient une habitude. Moi, ça fait 27 ou 28 ans maintenant que j'ai commencé et que j'ai pas lâché, Impressionnant. donc ça commence à faire. Mais Ouais, si tu veux, c'est grâce à ça, je pense, et grâce aux compétitions aussi, qui m'ont imposé une discipline de, de psychopathe, on va dire, qui font que après, pour plein d'autres choses dans la vie et pour dans l'entrepreneuriat, en fait, après, il n'y a plus rien qui te fait peur parce que au final, c'est tellement, comme tu dis, la muscu c'est ingrat, mais la compétition c'est encore pire. Tu vas vraiment au-delà de tes limites et tu dois peser le moindre gramme de ce que tu manges, de ce que tu fais, etc. Tu n'as plus vraiment de vie sociale non plus parce que tu n'as plus de place pour, bah, il faut manger tes repas toutes les 2 3 heures avec tes plats, etc. Tu peux pas aller à un anniversaire ou alors il faut ramener ta bouffe. Il faut avoir le mindset pour te dire je regarde les autres en train de bouffer des trucs excellents et puis toi tu es avec tes épinards et puis et ton blanc de poulet ou ton poisson. Et d'ailleurs ça m'est arrivé ça aussi pour la petite anecdote il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années où j'ai passé un Noël en famille à manger mon poisson blanc et des épinards pendant que tout le monde était en train de manger les super trucs de Noël, le foie gras et tout. Et là, tu regardes tout le monde qui s'éclate et puis toi, tu es avec ton truc et là, ouah, c'est chaud. Faut être bien accroché, je te le ouais, dis. ouais. Faut avoir un objectif qui soit vraiment, vraiment très, très fort. Très, Ouais, très fort. surtout qu'en plus, dans la muscu, alors je sais pas si ça a changé, parce qu'à un moment donné, comme je te disais en off, je suivais beaucoup ça, parce que j'étais à fond dedans un petit peu plus jeune. Là, j'en fais toujours, mais plus dans un contexte d'entretien pour ma santé physique. Mais je suivais pas mal les compètes, mais il y a encore, comme tu disais, une dizaine d'années, moi, quand j'ai mis le nez dedans, genre, j'ai jamais fait de compète, j'ai jamais voulu en faire, mais je suivais un petit peu ceux qui en faisaient. C'est comme ça que je t'ai découvert. Et en plus, c'était assez ingrat, puisque tu fais vraiment de la compète, il n'y a même pas une notion de gloire ou d'argent, c'est-à-dire que c'est vraiment plus C'est personnel. Il y ça. a des sports comme le foot ou quoi, enfin, tu deviens le meilleur dans ton domaine, bah, entre guillemets, ça change ta vie. La muscu, celui qui a gagné la compète du week-end, qui a un physique de dingue, qui s'est arraché pendant 10 ans, personne ne le connaît et il a gagné un peu de protéines à 30 euros, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est que surtout, alors après, c'est uniquement quand tu commences à être IFBB Pro et que tu concours aux États-Unis où là, il y a des gains pour les gagnants, mais franchement, c'est rien comparé à ce qu'ils y mettent dans leur Mm. prépa et puis dans tout. Euh, Après, évidemment, tu peux avoir des sponsors et heureusement parce que sinon, les personnes en vivraient si tu veux. Mais c'est hyper ingrat parce que comme tu dis, quand tu es en amateur, tu n'as vraiment rien à gagner. Tu dépenses beaucoup plus que ce que tu gagnes, ça c'est sûr. Et, euh, et puis surtout à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc autant aujourd'hui, ils peuvent faire une compétition pour se montrer ensuite sur les réseaux et du coup ça leur fait Mm. un petit buzz et puis ça leur permet de gagner quelques followers et du coup d'avoir de la visibilité si tu veux pour après Ouais. promouvoir leur coaching, leur marque, etc. Mais à l'époque on n'avait rien, on n'avait pas tout ça donc il n'y avait même pas ce truc de se dire je vais faire une compète pour la partager sur les réseaux. Non, Ouais. il fallait vraiment être taré pour faire ça. Ouais, C'est... c'est vrai que vu sous cet angle, c'est assez fou. Assez fou. Ah non, j'avoue. Hein. Et est-ce on peut revenir sur ton parcours, sur plutôt ta période où il y a cette ascension, parce que tu dis que du coup, tu as tes diplômes, tu es à Montpellier, tu commences à faire du coaching en salle. Est-ce que tu peux commencer à rentrer dans cette phase d'ascension de croissance où du coup, tu vas commencer à faire tes compètes, tu vas avoir un physique de plus en plus ouf, il y a les réseaux sociaux qui arrivent, tu vas être un des pionniers en France dans le domaine à commencer à créer du contenu, et gentiment, il y a tout qui se combine, les États-Unis, clac, clac, jusqu'à aujourd'hui où finalement, bah, tu vis de ton activité, tu es indépendant, tu es celui qui a la plus grosse rayonnance en France dans le domaine. Est-ce que tu peux aborder cette période-là? Comment ça s'est passé? C'est quoi les petits déclics? Parce que j'imagine qu'à ce moment-là, en France, bah, il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont dans ton cas. Et finalement, il y a très peu d'élus à l'arrivée. C'est quoi les facteurs un petit peu du succès? Maintenant, peut-être avec le recul, cette analyse, qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence, des choix? Alors en France, ça a surtout vraiment, vraiment démarré quand j'ai commencé
à partir aux États-Unis en fait, parce que en France, ok, je travaillais du coup en salle, j'avais mes clients aussi en coaching. Je commençais à développer un petit peu l'activité. Je pense que j'ai été un des premiers qui faisait du coaching online, je pense, parce qu'à l'époque, ça se faisait très peu. Et du coup, alors comment j'ai commencé à avoir mes premiers clients perso? J'ai eu un petit peu un coup de chance en fait. Je travaillais, tu sais, il y avait une salle à l'intérieur de la piscine Antigone à l'époque. Ok. Et ils avaient des machines, ça s'appelait des Uber, c'est des trucs que maintenant les kinéons, c'est des trucs avec des plateformes, etc. Puis il y avait des machines aussi un petit peu bizarres de muscu, il y avait pas mal d'autres choses. Et en fait, les gens prenaient rendez-vous avant avec un coach. Euh, du coup, c'était pas une salle en libre accès comme une salle de maintenant d'aujourd'hui. C'est-à-dire Hmm. ils devaient appeler avant pour réserver leur coaching avec un coach. Et donc Ok. forcément, bah, j'étais là et je faisais ça en complément de mes études en fait. Donc je n'étais pas à temps plein, je faisais quelques heures pendant mes études. Et du coup, bah, forcément, j'ai eu des gens qui revenaient tout le temps vers moi, qui demandaient tout le temps moi comme coach, jusqu'au jour où cette salle a fermé pour liquidation judiciaire. Et du coup, bah, j'en ai profité finalement pour développer mon activité perso, parce que j'ai réussi finalement à garder quelques clients qui ont voulu rester avec moi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé réellement à faire du coaching du coup, personnel pour moi. Et du coup, j'ai eu quelques clients et déjà, j'ai commencé à me dire que, bah, au final, en travaillant moins, j'arrivais à gagner plus que ce que je faisais avant parce que les clients, ils étaient pour moi. Ils n'étaient pas pour une salle ou qui Bien me sûr. reversaient juste finalement un petit salaire de rien du tout. Et du coup, j'ai commencé à comprendre là qu'il y avait euh, d'autres choses à faire. J'avais pas vraiment l'esprit entrepreneur à l'époque, mais c'est comme ça que ça s'est petit à petit créé, en fait, si tu veux. Et, euh, et donc, je voyais que juste en faisant deux, trois clients dans la journée, je gagnais deux fois plus que ce que je faisais à l'époque où j'étais payé à coup de lance-pierre. Hmm. Et du coup, à côté de ça, j'ai commencé à créer du coup des plans diète personnalisés pour les élèves que j'avais, en physique, en présentiel. Et petit à petit, j'ai commencé aussi à leur préparer des programmes d'entraînement pour les jours où ils n'étaient pas avec moi. Et donc, c'est comme ça, petit à petit, que j'ai commencé à créer du contenu, en fait, de programmes pour mes élèves. Et, euh, et après, le déclic, si tu veux, ça a été donc quand je suis finalement parti aux États-Unis, j'avais commencé à développer un petit peu ce business justement de coaching online. Et c'est là que j'ai pu continuer finalement à travailler aux États-Unis grâce à ça, le temps de pouvoir trouver un moyen d'avoir mon visa et ensuite ma carte verte, etc. Donc après ça, je sais pas si c'est quelque chose qu'on parle maintenant ou pas, parce que ça c'est un gros pâté, c'est une grosse partie, et c'est un parcours du combattant que je pense que peu de personnes imaginent. Ouais, ouais, on va y arriver gentiment, parce que tout à l'heure, tu disais que du coup, tu étais à Montpellier. En gros, bah, t'enchaînais le boulot, tu avais, j'ai envie de dire, presque une routine de vie classique, dans ton domaine, mais classique. Et là, tu as enchaîné deux, trois coups durs. Tu parlais aussi d'une rupture un peu douloureuse. Et là, du coup, tu te dis, vas-y, c'est mon rêve, go aux États-Unis. Miami, Ouais, direct ou pas euh, alors, euh, alors le truc c'est que déjà à l'époque je travaillais beaucoup plus, je pense, que une personne lambda, c'est-à-dire que j'avais du coup la fac, je faisais beaucoup d'heures. En STAPS, on a en plus toutes les heures d'entraînement, on avait beaucoup de sport, je faisais mon propre sport à moi, la muscu aussi. Et après ça, je faisais tous mes coachings et je me couchais, je pense, à 3 heures du mat tous les jours pour bosser. Donc déjà, je bossais vraiment déjà quasiment 7 jours sur 7 aussi à l'époque. Donc je n'avais pas peur de bosser pour ça. Et puis du coup quand je suis parti aux États-Unis, donc le déclic effectivement ça a été cette rupture notamment. Et du coup j'avais vraiment plus grand chose à perdre et je me suis dit bah c'est maintenant ou jamais. Et si je suis parti à Miami, alors j'hésitais au début avec Los Angeles aussi parce que je voulais un peu suivre le parcours d'Arnold, de Van Damme, etc. Et Ouais. alors, il fallait savoir qu'à l'époque, j'avais une peur bleue de l'avion. Pour moi, c'était quelque chose d'assez compliqué. Et donc, à se taper 10-12 heures de vol, c'était pas quelque chose qui m'enchantait déjà à la base. Donc, c'était quelque chose qui me faisait déjà un petit peu peur. Donc, Miami, c'était un petit peu plus près que Los Angeles.
Et puis ça me faisait un petit peu plus rêver aussi. J'avais fait pas mal de recherches sur les deux. Et la première fois que je suis allé à Miami, c'était dans une école du coup d'anglais qui s'appelait EF à l'époque. Et parce que je me suis dit, je vais y aller, mais comme je connais personne, ça va être un petit peu compliqué d'y aller juste comme ça, enfin, à l'arrache, sans rien. Ouais, Donc je me suis dit, je vais quand même aller dans une école d'anglais pour être un peu cadré. Et puis c'est vrai que je parlais pas non plus, je parlais basique, quoi. C'est vraiment scolaire, mais sans plus. D'autant que moi j'avais fait allemand première langue ok. et anglais, ouais, donc rien à voir. Et j'avais vraiment très très peu de bases. Donc, si tu veux, l'anglais, c'était un peu, ouais, c'était pas le top. Donc, euh, donc voilà, je suis allé dans cette école d'anglais et au final, j'ai appris un peu plus à sortir que l'anglais parce que Ouais, franchement, c'était un camp de vacances plus qu'autre chose. Mais ok. bon, pour le coup, j'en avais besoin à ce moment-là, donc c'était cool. Mais ça m'a permis de créer quelques contacts et puis voilà, de commencer à parler un petit peu. J'ai plus appris finalement en parlant dans la rue qu'autre chose. Mais là, c'est vrai que tout de suite, dès que j'ai mis le pied hors de l'avion, j'avais l'impression d'être dans un film. Donc je me suis dit tout de suite, waouh, c'est là que je veux vivre. C'était quelque chose d'inexplicable en fait. C'était vraiment un rêve Ok. qui devenait réalité, quoi. Sauf Et là, qu'après, du coup, forcément, tu pars tout de suite là quand tu dis que tu prends ton cours là de l'école, c'est tu pars tout de suite de France et t'as ta valise et tu pars aux États-Unis en mode ça y est, je m'installe ou tu te dis j'y vais un mois, je reviens juste fais un testing et après je me pose et je prends une décision définitive ou tout de suite tu pars non, 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 non. France-États-Unis avec tes valises et ciao. Non, non, j'avais prévu de partir un mois et demi pour refaire justement pour tâter un petit peu le terrain. Ok. Parce que avant de partir, j'ai quand même réfléchi pendant un an pour essayer de tout poser, de voir toutes les choses qu'il pouvait y avoir à faire justement, comment je pouvais avoir un visa, etc. Donc si tu veux, c'était pas non plus un coup de tête où j'allais partir juste avec mon sac et rien d'autre. J'avais vraiment tout vendu, j'avais plus rien en France et du coup c'était en plus pendant la période des grosses la crise des subprimes et tout ça. Donc Ouais. c'était là et et donc, je venais aussi pour investir dans l'immobilier parce que c'était le bon moment, en fait. Parce que je m'étais bien renseigné pendant très longtemps. Et en fait, étaient au plus bas. Et en fait, l'euro était très haut par rapport au dollar à ce moment-là. Et du coup, j'y suis allé pendant un mois et j'ai visité plein d'appartes aussi. Donc, j'ai fait à la fois l'école et à la fois ce parcours d'investisseur aussi pour trouver un appart. Énorme ça. Donc ça a été aussi un gros déclic parce qu'en fait, je me suis dit, si je trouve un appart, en fait, je vais tout faire pour pouvoir revenir et du coup trouver tous les moyens possibles pour y rester, m'installer. Alors que si j'étais reparti ensuite en France sans rien avoir mis en place, bah tu te dis, ouais, finalement c'est trop compliqué, je vais pas aller jusqu'au bout, etc. Mais là, du coup, Hmm. en fait, je suis allé un mois et demi et je suis quand même reparti avec une signature pour un premier appart, tu vois. Donc, Pour acheter du coup en plus là. pour acheter, pour acheter. Ça c'est beau ça. Et du coup, bah, c'était la meilleure époque possible à ce moment-là parce que personne voulait acheter parce qu'en fait, si tu veux, tout l'immobilier s'était cassé la gueule à Miami, en Floride et tout ça. Et les gens avaient super peur d'acheter dans un condo parce qu'en fait, ils se disaient que du coup, tout le monde vendait et que ils avaient peur que tu sais, les HOA, c'est les frais de copropriété, qui sont en Floride assez importants dans les condos, soient du coup divisés au nombre de propriétaires qui restaient. Et du coup, ils avaient Hmm. peur de payer pour tout le monde, si tu veux. Donc en fait, Tu alors peux que expliquer ce que c'est c'était pas vraiment le cas. un condo pour ceux qui connaissent Alors, pas? Parce que c'est vrai qu'en France, il n'y en a pas des condos, ouais, c'est beaucoup en non, Thaïlande, c'est c'est vrai. anglo-saxon, quoi. Un condo, c'est un appart, c'est un peu comme un hôtel en fait, si tu veux, mais résidentiel. Euh, donc c'est des appartements finalement, généralement quand même assez luxueux, où dedans tu as déjà la piscine, la salle de sport, ça dépend après, ça va de t'as des appartes, des condos qui peuvent être un peu classiques et d'autres extrêmement luxueux où tu peux trouver des appartes à plus de 40 millions d'euros avec l'ascenseur privé, avec des trucs comme ça. Évidemment, c'était pas Hmm. ça à l'époque, j'avais pas ces moyens-là, donc c'était un petit condo du coup des années 80, un truc vraiment pourri à retaper.
Mais la vue était exceptionnelle. Et quand j'ai vu cette vue-là, en fait, je me suis dit, waouh, je me vois bien là. Et en fait, la vue sur la mer, enfin, c'était juste incroyable de pouvoir avoir ça, quoi. Donc, j'ai pas hésité longtemps, même si je savais qu'il y avait des choses à refaire, etc. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai trouvé ce premier appartement. Donc ensuite, je suis reparti en France. Et Est-ce que le sur temps cet appart, on de... peut faire un petit point, parce que tu as piqué ma curiosité d'investisseur français. Tu as dit en 1 mois et demi, tu signes du coup pour acheter ton appart. Déjà, tu es étranger, donc tu es français, tu Mhm. arrives là-bas et en 1 mois et demi, on te fait confiance, tu as payé content ou tu as fait un truc à la banque, enfin, comment ça se passe? Que déjà en France, pour acheter, il faut au moins 3 mois, tu vois, c'est une galère sans nom. Aux États-Unis, C'est le parcours du combattant. ouais, aux États-Unis, tu peux acheter en une semaine. C'est vraiment, tout va beaucoup plus vite. Ouais, Donc comme je t'avais dit, j'avais vraiment, vraiment tout vendu en France. Il me restait plus rien. Donc j'ai acheté comptant à l'époque. Donc forcément, ça prend c'est beau. une semaine, un truc comme ça. Ok, magnifique. Donc c'est très très rapide. Sauf que bien sûr, après, il y a beaucoup plus d'inspections et tout ça qu'en France, par contre. Donc, si tu veux, euh, tu dois faire venir un inspecteur qui doit vérifier en fait tout l'appart, que tout soit aux normes, etc. Enfin, s'il y a le moindre petit truc, en fait, ça peut casser la vente. Il y a beaucoup plus, je pense, quand même de contrôle avant. Mais par contre, Ok, après, ça va beaucoup plus vite. Donc, en gros, entre 1 et 2 semaines si tu achètes cash et en 1 mois si tu achètes à crédit. Donc, ok. c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc, ça allait Ah, c'est très, très fou. vite. Ouais. Mais il fallait du coup que je trouve le moyen de pouvoir y rester parce que c'est bien beau d'avoir un appart, mais ça te donne pas le droit d'y rester en fait. Bien Donc, sûr, quand tu dis rester, enfin, c'est le visa. Parce que comment ça se passe si demain, moi, je vais aller aux États-Unis, je peux me pointer en tourisme, mais au bout d'un moment, j'imagine, c'est quoi le eh délai ben, de touriste? C'est trois eh ben, semaines, un mois? non, c'est 3 mois en fait. Avec Ok. l'ESTA, c'est 3 mois. Tu peux faire ça 2 fois dans l'année. Donc c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait la première année, si tu veux. J'ai fait 2 fois ces 3 mois-là. Sauf que tu peux pas le faire indéfiniment parce qu'au bout d'un moment, il te voit revenir et il te dit oula, là en fait, tu cherches à t'installer, donc ça va pas le faire. Et j'ai vu que déjà au bout de la deuxième fois, il commençait un petit peu à tiquer. Et une fois, j'ai voulu du coup aller aux Bahamas et revenir pour pouvoir prolonger en fait, donc sortir des États-Unis pour rentrer pour pouvoir avoir un nouveau 3 mois. Et là, en fait, la douane aux Bahamas, ils m'ont pas lâché quoi. Ils m'ont interviewé pendant 3 quarts d'heure justement pour savoir qu'est-ce que je faisais et tout. Ils sont allés chercher loin. Donc j'ai dit mais je suis dans une école d'anglais. Ah oui, donc ça veut dire que vous avez un visa étudiant, machin. C'était alors que j'avais pas de visa étudiant parce que c'était pas une école sur une année ou un truc comme ça. C'était une Hmm. école juste sur un mois où donc on n'avait pas besoin de visa en fait. Et du coup ils m'ont cassé les pieds pendant un moment. Enfin ça a été très compliqué, mais j'ai quand même pu repartir. Donc en gros la première année ça a été des allers-retours comme ça en touriste si tu veux. Et jusqu'à ce que je comprenne que il me fallait un visa du coup O. Donc le visa O, c'est ce qu'ils appellent visa Extraordinary Ability. C'est visa de, en gros, compétences extraordinaires dans un domaine précis. Et donc pour savoir que j'avais droit à ce visa-là, en fait, j'ai dû consulter des avocats d'immigration sur place. Donc ça a été ça en fait la première année aux États-Unis, ça a été j'ai tapé un peu à toutes les portes justement des avocats, etc. de partout pour pouvoir voir comment je pouvais y rester. Et, euh, et du coup, les avocats que j'ai rencontrés m'ont conseillé donc ce visa O par rapport au parcours que j'avais. Et du coup, ça collait en fait avec mon parcours voilà, dans le sport, dans la musculation, etc. Et c'est là où tu Sauf as un que énorme challenge aussi, parce que si je dis pas de bêtises, là, on te dit, OK, tu peux l'avoir. Par contre, il va falloir que tu gagnes des compètes au niveau professionnel chez nous, quoi, aux États-Unis. C'est ça, c'est que en fait, pour avoir le visa O, il faut que tu montres que tu es en gros plus fort qu'un Américain dans ton domaine. Donc Hmm. c'est pas juste comme ça, on va pas te donner le visa comme ça. Ça a été très très compliqué quand même. Donc et puis il faut trouver aussi une entreprise pour te sponsoriser. Ça veut dire que c'est une entreprise qui va être capable de te soutenir et de payer pour alors pas forcément payer pour ton visa, mais en gros ils vont quand même avoir des frais aussi. Euh, enfin, ça s'appelle un sponsor. Il faut que tu trouves un sponsor. C'est une entreprise qui accepte de te faire un contrat pour pouvoir que tu ensuite aies un visa. Donc c'est pas n'importe qui va faire ça forcément.
Et Ouais. ensuite, les frais d'avocat et tout ça, c'est très cher, mais ça a été à ma charge. Donc, Hmm. pour tout ça, ben, forcément, j'ai dû aussi taper un peu à toutes les portes pour trouver un sponsor. Donc, ça a été pendant 3 mois, j'ai tapé à toutes les portes des agences parce qu'ils voulaient me faire passer en tant que modèle fitness. C'était Ok. dans leur truc du visa. Donc, j'avais des points à réaliser pour pouvoir avoir ce visa-là. Et donc, un des points, c'était bah, forcément d'avoir un contrat avec une agence de modèles sur place. Et donc, j'ai tapé à, je sais pas, une bonne quinzaine, vingtaine d'agences de modèles sur Miami et à la région. Donc, forcément, tu imagines que j'ai eu des portes qui se sont restées fermées, j'ai eu des galères, j'en ai eu qui ont voulu me sponsoriser, m'ont fait des contrats, je me suis fait arnaquer, j'ai eu plein de, enfin bref, je passe tous les détails, mais ça se fait pas aussi facilement. Et Hmm. finalement, j'ai réussi enfin à avoir la bonne agence qui m'a sponsorisé, sauf qu'ils voulaient passer ensuite par leur avocat, qui lui je me suis renseigné ensuite, c'était un escroc, donc ça a été aussi compliqué, j'ai dû rechanger, etc. Donc tout ça, c'est vrai que c'est des galères qu'on ne voit pas maintenant, mais à l'époque, ça a été un véritable parcours du combattant juste pour ce visa-là. Et ça suffisait pas. Il fallait aussi, comme tu dis, que je gagne des compétitions internationales. Donc pas seulement en France, mais il fallait que je gagne des compétitions aux États-Unis et ailleurs. Et donc là, j'ai commencé à faire des compétitions dans la fédération Musclemania. C'était plus justement catégorie muscle modèle, fitness modèle, etc. Où c'était plus ce qui me correspondait à l'époque. Donc j'ai commencé à faire des Hmm. compétitions à Miami, à Las Vegas, un petit peu partout et tout ça. Et forcément, j'ai pas gagné tout de suite, évidemment, parce qu'au début, bah, tu te bats contre des Américains, personne ne te connaît, donc c'est un peu compliqué. Et, euh, et petit à petit, j'ai réussi ensuite à gagner des compétitions et à décrocher ma carte pro dans cette fédération Musclemania là. Donc, euh, donc là, ça m'a servi énormément pour ce visa, du coup, parce que j'avais réussi à gagner des compétitions internationales et à devenir pro. Donc tout ça, ça s'additionnait dans mon dossier de visa. Mais c'était pas D'ailleurs, tout. Voilà, il fallait faire aussi des couvertures de magazines, il fallait apparaître dans des journaux, dans des trucs comme ça. Donc tout ça, c'est des trucs que j'ai pu hmm. faire aussi, tu vois. Ouais. Et petite parenthèse du coup qui m'a interpellé, que tu dis gagner des compétitions. Le but c'est pas d'en parler pendant 1 heure, mais peut-être 5 minutes. Mais comment on gagne une compétition de muscu? Parce que ça paraît abstrait pour ceux qui sont pas dedans. Parce que j'ai envie de dire pour le commun des mortels, dès qu'on regarde la scène, on se dit ouais, il y a que des athlètes exceptionnels. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi quand on est dans le milieu? Est-ce que quand tu perds, tu te dis ok, celui qui a gagné, je vois vraiment où il est meilleur que moi? C'est quoi les points de détail? Comment on Oui, gagne une oui. compète finalement Après, de... ouais, quand tu étais dedans après depuis longtemps, ouais, tu sais exactement les critères. Déjà, Ok. ça dépend déjà d'une fédération à l'autre, c'est pas les mêmes critères, donc déjà c'est un petit peu compliqué pour les gens qui ne connaissent pas le milieu. Hmm. Mais en gros, il y a vraiment des critères quand même bien définis. Donc c'est quand même, c'est des critères esthétiques, hein. Là, c'est pas une compétition de force ou autre chose. C'est vraiment des critères esthétiques. Ouais. Et là, dans cette fédération-là de l'époque, il y avait 3 passages. Donc, comme c'est muscle modèle, si tu veux, il y avait aussi un passage en costume, un passage en tenue de Ok. sport et un passage du coup en maillot. Hmm. Et du coup, voilà, on était noté comme ça, un petit peu comme Miss France, hein, si tu veux, entre guillemets. Ouais. C'était un petit peu particulier. Mais voilà, j'avais fini par réussir à gagner donc des compétitions. Et c'est vrai que aux États-Unis, face à des Américains, quand tu es un petit Français qui vient de nulle part, c'est quand même assez compliqué de faire sa place. Donc ça a été des années de galère pour ça. Mais du coup, j'ai commencé à partager ça un petit peu sur Facebook, il me semble Instagram aussi au tout début, ces premières compétitions. Et ensuite, donc, ce visa-là, en fait, c'est le visa O, c'est super, mais sauf que c'est un visa sur 2, 3 ans. Mais si l'agence qui m'avait sponsorisé du jour au lendemain me disait, bon, ben ça y est, on arrête, en gros, je retournais chez moi, tu vois. Donc, Hmm. si tu veux, je voulais pas ça. D'autant que j'en ai pas parlé, mais j'ai aussi, du coup, ma femme qui m'a rejoint, parce euh, on s'était rencontré avec ma femme, donc en France, à Avignon, la première fois où je suis revenu de Miami, je Ok. venais d'acheter mon appart. Ok. Donc, je venais d'acheter mon appart, je reviens de Miami et là, je rencontre ma femme. Et sauf qu'au bout d'un mois, je lui dis, bah, je dois repartir aux États-Unis. Donc, parce que j'avais acheté l'appartement et qu'on devait me remettre les clés et que je devais signer encore d'autres papiers, etc. Tu vois. Donc, ça a été un petit peu spécial.
Mais du coup, en fait, elle m'a rejoint pour ses vacances pendant une semaine. Et puis ensuite, j'ai fait des allers-retours. Et puis elle est revenue me voir l'été, 3 semaines, etc. Donc ça a été un petit peu relation à distance la première année. Et, euh, et après, elle s'est jointe à mon parcours et elle a commencé à m'aider aussi du coup dans tout ça parce qu'en fait ça prenait une ampleur assez rapide et du coup elle a commencé à se greffer à ce que je faisais et à m'aider. Donc ça j'en reparlerai après, mais c'est très très important, tu verras par la suite parce que c'est, euh, c'est grâce à elle en fait aussi qu'on a développé tout notre business donc par la suite. Hmm. Parce que Euh, pendant ce laps de temps, au début, là, quand tu es aux États-Unis, tu commences à gagner des compètes et tout, tu gagnes ta vie comment? Parce que du coup, avec l'agence des modèles, tu es rémunéré, tu fais des choses. Comment tu gagnes ta vie? Est-ce que tu as ouais, encore les coachings en ligne des Français qui te voilà. rapportent assez pour vivre? Voilà, alors j'avais encore les coachings qui me rapportaient, donc que je faisais online. Et du coup, j'avais un petit peu plus de clients parce qu'au final, à force de faire des compétitions, bah, je gagnais aussi un petit peu plus en crédibilité et en visibilité. Donc, Hmm. j'arrivais à avoir un petit peu plus de clients aussi online. Et à côté de ça, oui, j'avais effectivement quelques contrats de mon agence aussi. Et en plus de ça aussi, j'ai commencé à décrocher mes premiers sponsors là-bas. Donc j'ai eu BPI et GAT pour un petit peu les puristes qui connaissent. Et du coup, j'étais pas payé beaucoup, mais en fait, si tu veux, je faisais des espèces de démonstrations dans des GNC stores et des trucs comme ça, où je présentais des compléments alimentaires et tout ça. Donc bref, j'étais pas payé beaucoup, mais ça, voilà, ça me permettait entre guillemets de Hmm. vivre, sachant que la vie à l'époque, il y a 12 ans, c'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait juste impossible parce que les prix ont x10 quoi. Maintenant, aujourd'hui, c'est x10. Ok. Donc, c'est plus du tout la même époque. Donc, j'aurais pas clairement pu vivre à l'époque avec ça. Mais, euh, mais voilà, du coup, petit à petit, j'ai voulu du coup appliquer pour la carte verte parce que, comme je te dis, le visa O ne permettait pas de vivre indéfiniment non plus aux États-Unis. Donc, tu as toujours cette épée au-dessus de la tête qui te dit, bah, un jour, si l'agence elle décide de rompre le contrat, bah, c'est fini, je rentre chez moi. Et d'autant que j'avais du coup sponsorisé ma femme pour le visa O aussi pour qu'elle puisse me rejoindre. Donc, on s'est mariés aussi aux États-Unis. On s'est mariés Ok. du coup sur la plage et tout ça. Donc, elle a pu bénéficier ensuite de mon visa, donc c'était super. Sauf que son visa, c'était visa eau épouse et qu'elle elle n'avait pas le droit de travailler. Donc, elle a travaillé pour D'accord. moi, justement, pour m'aider, si tu veux, dans ce que je faisais. Mais légalement, elle ne pouvait pas vraiment travailler. Donc, il lui fallait aussi une carte verte. Sauf que pour la carte verte, il fallait que ça soit encore pire euh, que pour le visa. Il fallait encore plus de trucs. Et, euh, et pour la petite histoire, mon dossier de carte verte, il fait un truc comme ça. Tu vois. Il est épais comme ça. C'est un truc où Hmm. on a bossé pendant un an dessus. C'était un boulot à temps plein. Les gens ne se rendent vraiment pas compte, mais c'était un boulot à temps plein où il fallait remplir des cases en fait, du coup. Et une des cases, c'était donc en plus d'avoir des couvertures sur les magazines, en plus de gagner des compétitions internationales et des trophées, il fallait donc avoir des lettres de recommandation de plusieurs entreprises aussi connues et il fallait être juge dans une compétition internationale Ok. et encore plein d'autres choses. En fait, j'étais pas obligé d'avoir tous les points, si tu veux, mais je voulais me donner les maximums de chances pour l'avoir. Donc je me suis dit, je vais les avoir tous. Il y avait une dizaine de points, il fallait en avoir peut-être que 6. Moi, je me suis dit, je les veux tous, comme ça au moins je suis sûr de l'avoir. Et voilà, donc ça a été un peu compliqué. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'avec ma femme, on a organisé une compétition, donc Musclemania, en 2014 à l'époque, à la Cité des Sciences à Paris. C'est un truc qui nous a pris 6 mois. On a bossé jour et nuit sur ça pour organiser ce truc. Le promoteur, c'est un promoteur américain qui d'ailleurs, entre nous, nous l'a bien mis à l'envers parce qu'on s'est fait arnaquer aussi, bien comme il Ok. faut. Mais en même temps, on le faisait pas pour l'argent, on le faisait pour avoir ce point dans la carte verte, tu vois. Donc, Hmm. on a bossé comme des tarés pendant 6 mois pour organiser ça. Et finalement, ça a été un truc de fou parce qu'on a réussi quand même à avoir plus de 250 compétiteurs et plus de 1000 personnes dans l'audience. Donc, ça a été quand même assez exceptionnel. On a organisé ça, on a présenté le show tous les deux aussi. Et, euh, et du coup, j'ai pu avoir tous ces points-là qui manquaient aussi pour ma carte verte, ou du moins qui s'ajoutaient à ça. Et grâce à tout ça, ensuite, on a pu finaliser notre dossier, etc. Et puis voilà, après, évidemment, je te passe plein de détails parce que forcément, tu t'imagines bien que c'est pas aussi simple. Il y a eu encore énormément de galères. Quand je dis c'est un parcours du combattant, c'est vraiment, vraiment le cas.
pense qu'il y a Ah, mais là, des, t'écouter, on veut c'est, bien le croire. les gens Ça ne a l'air s'imaginent quelque pas à chose. quel point, ouais, c'est vraiment quelque chose. En fait, les Américains, ils te veulent pas, clairement, quoi. Il y a des gens du Hmm, monde entier qui veulent venir aux États-Unis. Donc pourquoi ils te prendraient toi et pas quelqu'un d'autre, en fait? Et c'est hmm. très très dur en gros, de faire tes preuves et ils veulent vraiment pas prendre n'importe qui, en gros, et donner la carte verte à n'importe qui. Donc cette fameuse carte verte, ça a été vraiment très très compliqué. Très cher aussi, je pense qu'on a dû entre 20 et 25 000 dollars pour, au final, de frais d'avocat pour pouvoir l'avoir. Donc ça a été aussi assez cher. Et, euh, et du coup, le dossier était tellement gros et béton qu'en fait, la première fois, ils nous ont renvoyé le dossier en nous disant il faut faire un condensé parce qu'en gros, on va pas tout lire, quoi. Donc là, on Ok. a eu les boules, on a été blasés et l'avocat qui nous dit bon, ben, il va falloir repayer encore 250 balles de l'heure pour refaire une version condensée du dossier et aller que tu repayes et aller que tu attends encore des semaines pour Hmm. avoir le truc. Et finalement, là, il y a tout qui se remet en question. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais on l'a pas? Est-ce qu'on va repartir en France avec tout ce qu'on a fait, tout ça? Et là, tu as un milliard de questions dans la tête qui se posent. Et puis là, tu reçois un coup de fil pour te dire que ça y est, ton dossier a été accepté et tout. Et puis là, waouh, tu te dis, fou, ça y est, tu commences à souffler et tu commences un petit peu à te projeter parce qu'en fait, sans la carte verte, tu peux pas vraiment te projeter parce que tu sais pas si tu vas pouvoir rester un jour. Alors que la carte verte, ensuite, t'en as pour 10 ans et tu as quasiment les mêmes droits que les Américains, à part le droit de vote. Mais sinon, tu as tous les Ok. droits qu'un Américain il peut avoir. T'as pas le, Du c'est coup, pas, t'es pas, enfin, t'es pas considéré comme américain ou c'est pas une non, pas naturalisation ou c'est pas encore. comme en Pas France le encore. droit du sol ou quoi des trucs comme ça. T'as juste en gros le droit d'être là. Tu t'es interpellé Tu as dans le la rue droit par d'être les là, mais policiers. t'as le droit de travailler aussi, pour le coup. Donc, Ouais. tu as, les mêmes droits que les Américains quand tu as la carte verte, sauf le droit de vote et sauf quelques boulots qui sont réservés aux Américains, etc., ou les aides, etc. Mais Ok. du coup, ça, c'était dans un premier temps. Parce qu'après, bien sûr, ça ne nous suffisait pas. Donc, après, on s'est fait naturaliser américain, mais ça viendra dans un second temps. C'est beau. Donc, ça, c'est pour plus tard. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, la carte verte, ça a été un vrai, vrai parcours du combattant. Là, on est en Et quelle époque à peu près pour remettre dans le contexte? alors, carte verte, c'était 2015. Ok. Carte verte, on l'a eu en 2015. Ouais, c'est ça. Euh, Sauf que là, ensuite, la fédération Musclemania, donc dans laquelle j'ai eu ma carte pro, j'étais content, mais c'est pas ce que je voulais vraiment. Moi, je voulais devenir bodybuilder pro dans la même fédération qu'Arnold à l'époque, donc la fédération IFBB, parce que c'est la plus prestigieuse au monde. Et alors que Musclemania, c'est une fédération beaucoup moins connue, beaucoup moins prestigieuse et tout ça. Donc moi, je voulais vraiment la top du top, la fédération la plus connue au monde. Sauf que forcément, c'est des beaucoup plus gros gabarits, c'est beaucoup plus inaccessible, il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de concurrence et tout ça. Et en plus, Hmm. j'étais pas américain encore à l'époque, donc c'était encore plus compliqué. Et on m'a dit, du coup, pour avoir cette fameuse carte pro IFBB à l'époque, en tant que non-américain, il fallait que je gagne 5 compétitions dans la même année. Et non seulement que je gagne ces 5 compétitions, mais que je gagne les toutes catégories de ces 5 compétitions-là. C'est-à-dire que, en fait, tu as des catégories de taille ou de poids selon la catégorie, tu sais, en Ouais. bodybuilding ou en men's physique. Donc, en gros, tu fais ta compétition, tu peux gagner ta catégorie, sauf qu'après, il y a les gagnants de toutes les catégories qui s'affrontent. Et là, ça s'appelle un overall. Et donc, il fallait gagner cet overall-là. Il suffisait pas de gagner juste la compète. Il fallait gagner la compète, mais de toutes catégories ensuite. Et ça, 5 fois dans l'année, Hmm. aux États-Unis. Et donc là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, c'est bon, ok, laisse tomber, c'est impossible. Et, euh, et là, ça m'a un peu coupé, voilà, l'herbe sous les pieds, comme on dit. Mais je me suis dit, allez, je vais quand même tenter le coup. Et puis, je commence du coup dans cette nouvelle fédération à concourir et à faire mes premières compétitions donc, dans la catégorie men's physique. C'est la catégorie avec les shorts longs donc, qui venaient de sortir, où effectivement les bodybuilders sont moins énormes que les bodybuilders en open. Et c'est ce qui me correspondait, que j'aimais bien. Donc forcément, les premières compétitions, je me classe pas trop bien. Je faisais, mais quand même quatrième, première compétition. Puis après, j'ai réussi à faire deuxième et enfin premier, mais je gagne pas l'overall. Donc là, tu es un peu blasé aussi parce que bah, forcément, tu es à ça de toucher le rêve. Et, euh, et du coup, j'ai enfin finalement réussi à la fin de cette année-là à gagner une première compétition et à gagner l'overall. Donc ça m'en faisait un. Et il m'en restait, je me suis dit, waouh,
si j'en ai fait un, c'est que c'est possible, mais il m'en reste quand même 4. Donc, Hmm. ça veut dire qu'il faut que je refasse ça 4 fois. Et en sachant que je concourais presque quasiment tous les mois. Et concourir tous les mois, ça veut dire être au régime toute l'année. C'est Hmm. clairement être au régime toute l'année, c'est des sacrifices, c'est vraiment pas avoir de vie sociale, c'est très 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 compliqué. Et finalement, ben, j'ai pas lâché parce que j'avais cette vision vraiment hyper claire, comme disait Arnold à l'époque, il faut avoir une vision, un but vraiment très précis. Et moi, c'était la carte pro IFBB. Et je ne démordais pas de cette vision-là. Et du coup, bah, deuxième overall qui arrive, troisième, quatrième, je réussis encore. Et puis arrivé le cinquième, c'était hyper compliqué là parce que à nouveau, bah, je faisais deuxième, euh, premier, mais pas l'overall. Et donc, alors qu'il Hmm. m'en manquait un. Et là, du coup, c'est blasé parce que tu te dis, t'es à ça d'y arriver, quoi. Donc, mais voilà, j'ai quand même malgré tout continué. Et en même temps, c'est là aussi que j'ai créé ma chaîne YouTube et je partageais tout ça. Donc, du coup, je partageais toutes mes compétitions aux États-Unis. Je partageais, c'est ma femme qui me filmait justement à l'époque, et elle me suivait partout sur les compètes. Elle me suivait en backstage. Elle me suivait pendant que je préparais mes repas, pendant que j'étais sur les plateaux de compétition, pendant les voyages. Et puis on allait aussi à Las Vegas au Mister Olympia pour filmer aussi tout ça, pour se motiver, pour s'inspirer et tout. Et du coup, c'est comme ça que la chaîne petit à petit a monté. En partageant finalement à la fois notre expatriation et à la fois mon parcours de compétiteur pro, du coup. J'étais pas encore pro, mais de l'ascension vers la carte pro. Et voilà, c'est comme ça que petit à petit, la chaîne a commencé à bien marcher parce que, bah, effectivement, j'étais un des premiers Français qui faisait ça finalement. Et puis, jusqu'à ce que j'arrive finalement à avoir ma carte pro, la IFBB, donc dans la fameuse fédération de Arnold, de Schwarzenegger de l'époque. Et j'ai été un des premiers Français à avoir cette carte pro en men's physique à l'époque, donc avec mon pote Stan Animal. On a été les 2 premiers Français à avoir la carte pro la même année. Donc c'est pour ça aussi que que la chaîne YouTube a marché assez rapidement finalement et Hmm. monté très vite. Et puis voilà, on a continué du coup à partager tout ça. J'ai commencé à partager des conseils d'entraînement, mes entraînements, mes recettes et tout ça. Et puis notre parcours d'expatriation. J'ai commencé à parler comment j'ai eu mes visas, comment j'ai eu ma carte verte. Et puis ça a commencé à bien marcher. Et sauf que Et tu avais de plus en plus de clients, du coup, tu voyais que c'était une boule de neige où en fait tu gagnais des abonnés, tu avais de plus en plus de coaching, tu vendais des infoproduits ou tu le faisais Alors plus, enfin, dans justement, quelle optique tu le faisais tout ça? au début, je faisais ça vraiment que pour partager parce que j'avais pas l'idée de l'impact que ça pouvait avoir en fait. Je voyais voilà que les abonnés augmentaient, mais dans ma tête, c'était pas ça restait virtuel, tu vois. Je n'avais pas Hmm. cette réelle notion. Et à l'époque, je savais même pas qu'on pouvait créer des produits virtuels, qu'on pouvait vendre, etc. J'étais loin en fait d'imaginer. J'étais toujours dans mon petit truc de coaching comme ça, mais je le poussais pas le truc. Je faisais pas de promo, rien. En fait, j'en parlais même pas dans mes vidéos. C'était Hmm. Hmm. vraiment, j'attendais que les gens ils m'envoient un mail en me disant est-ce que tu fais du coaching. En fait, j'étais même pas dans le truc de me dire je vais faire de la promo de mon coaching ou quoi. J'étais loin de là parce qu'en fait j'étais trop focus sur sur la carte verte, sur la carte pro, sur mes compètes, sur mes entraînements, mais j'étais trop focus sur ça et pas trop finalement sur le business, quoi. Hmm. Donc c'est là après que je me suis dit que je vais pouvoir peut-être sortir un premier programme, mais ça a été au bout d'un an de la chaîne, tu vois. Au bout Ok. d'un an de chaîne, j'ai commencé à créer mon premier programme donc de prise de masse, qui est toujours d'ailleurs sur mon site qui s'appelle le Physique Promas. Ça a été mon tout premier programme que j'ai vendu. Donc j'ai fait un programme sous forme de PDF, sauf que dans le PDF, j'ai intégré mes vidéos de chacun de mes entraînements. Donc c'était un PDF finalement interactif, donc un petit peu comme une Ok. formation de maintenant, sauf qu'à Ouais. l'époque, il n'y avait pas encore tout ça, c'était vraiment les débuts, donc je savais pas. Donc c'est moi qui ai créé mon premier site internet tout seul, alors que je connaissais que dalle, et qui ai commencé pareil, j'ai créé tout seul mon premier PDF, mes premiers trucs et tout ça. C'est ma femme qui a envoyé les premiers newsletters. On n'y connaissait que dalle aussi, donc elle faisait comme elle pouvait. Elle écrivait aussi des articles sur notre blog. Euh, on écrivait aussi ça ensemble. Bref, on travaillait 7 jours sur 7 comme des tarés.
juste Déjà, ce tous qui est les fou, deux. c'est que vous aviez de vraies visions 360 du marketing. Tu parles de site, tu parles de blog, tu parles de, en gros, un e-book avec des vidéos dedans, donc PDF avec voilà, formation en ligne. Enfin, Ouais. aujourd'hui, maintenant, ça paraît peut-être plus logique et encore pas, ça parle pas à tout le monde. Mais si on remet ça dans le contexte, il y a 10, Ah il y a ouais, non, 10 ans à peu non, près, 8, 9 ans, c'était. c'est beau. Ouais, c'était. Mais c'est surtout que, en fait, on s'attendait vraiment pas à ça. Mais si tu veux, dès que j'ai sorti ce premier e-book, mais ça a été un truc de fou. C'est-à-dire que le premier jour où je sors ce programme, mais on voyait les commandes défiler. On n'avait jamais vu ça, en fait. C'était Ouais, impressionnant. C'est parce qu'en fait, comme on n'avait rien vendu depuis plus d'un an, qu'on crée du contenu non-stop et tout comme ça, et j'ai envoyé énormément de valeur pendant toute une année complète, énormément de ouais. contenu et tout ça. Les gens, pour me remercier, ils ont tous acheté, en fait, mon premier e-book. Surtout qu'à l'époque, Hmm. c'était assez rare encore. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui sortaient des e-books. Et du coup, Ouais, quand on a totalement. vu ça, mais on était enfin, on savait plus quoi faire, quoi. On se disait, waouh, mais c'est un truc de dingue. On se lève le matin, il y a déjà 20, 30 commandes et on trouvait ça complètement ouf, quoi. Et puis voilà, du coup, on a continué à essayer de se professionnaliser un petit peu plus, mais on était toujours que tous les deux et notre temps était hyper limité. Donc, je faisais moi-même mes montages vidéo, mes miniatures, répondais à tous mes commentaires sur partout, sur tous mes réseaux. Ma femme m'aidait aussi sur plein de trucs. Et en fait, même à deux, à un moment donné, enfin, on n'en Hmm. pouvait plus, quoi. On était très très vite dépassé en fait par tout ça. Euh, mais ça a été quand même quelque chose de génial parce qu'on a pu partager tout ça tout le temps finalement. Et puis voilà, jusqu'au jour où on a compris qu'à un moment donné, il fallait qu'on délègue parce qu'on n'en pouvait plus, quoi. C'était impossible de pouvoir continuer à gérer ça tout seul. Euh, mais entre-temps, il y a eu encore des péripéties incroyables. Donc, si tu veux, du coup, j'ai eu ma carte pro, donc comme je l'ai dit, dans cette fédération-là, Justement, la carte pro, elle ouvre quoi exactement? C'est quoi? Est-ce que tu as derrière, t'as un salaire de la fédération? Est-ce que tu es carte pro dit professionnelle? Est-ce que ça alors, t'ouvre des compètes élitistes? C'est quoi exactement alors ce justement, Graal? c'est ce qu'on pense, c'est que quand on entend carte professionnelle, on pense toucher un salaire, etc. Mais non, en fait, pas du tout. Donc, carte professionnelle, en fait, c'est déjà un titre de prestige parce que c'est une fédération. À l'époque, du moins, c'était très très compliqué d'être pro. Il y en avait très peu. Donc, du coup, ça te fait connaître quand même à l'international, un petit peu partout. Hmm, Et, ok. euh, et puis ça t'ouvre les portes pour des sponsors parce que forcément, bah, les sponsors de l'époque, bah, ils cherchaient des pros. Donc là, en fait, le salaire, tu ne le touches pas de la fédération, mais tu le touches des sponsors. Ok. Donc petit à petit, les sponsors ils viennent t'approcher forcément, et puis bah, tu as des propositions plus sympathiques, effectivement. Donc, euh, donc oui, là, j'ai eu mes premiers sponsors, et forcément, bah, ça a ajouté bah, du beurre dans les épinards, comme on dit. Et puis j'ai eu des très bons sponsors aussi. Euh, et mon premier sponsor, si je dis pas de bêtises, qui était, alors non, pas mon premier sponsor, mais mon premier gros salaire de sponsor, c'était, je pense, en 2017 avec, à l'époque, My Muscle. Il me semble que c'était 2017, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et du coup, ils m'ont fait venir ensuite sur le salon du body fitness à Paris euh, Ouais. en 2017. Si je me trompe pas dans la date, il faudra que je vérifie tout ça, mais il y a tellement de choses qui sont passées, mais je pense que c'était par là, peut-être avant. En fait, il m'avait fait des grandes affiches et tout ça. C'était un truc incroyable parce qu'en fait, à l'époque, je devais avoir 60, 70 000 abonnés sur YouTube. C'était pas non plus énorme, mais j'étais plus rentré en France depuis des années. Et, euh, et là, ça a été incroyable pour moi. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, en fait, il y avait des gens qui faisaient la queue depuis le matin 8 heures, alors que moi, je suis arrivé à 2 heures. Et ça a défilé pendant 3 jours non-stop. Euh, Hmm. C'était incroyable. J'avais jamais vu ça. Pour aller aux toilettes, en fait, on devait m'accompagner à quatre pour que je puisse y aller et tout, tellement il y avait la foule et tout autour. Mais j'aurais jamais, jamais pensé vivre un truc pareil, en fait. Pour moi, c'était vraiment, vraiment énorme. Je voyais ça, moi, de façon virtuelle. Et là, quand j'ai pris ça en pleine gueule, ça m'a fait vraiment très, très bizarre. Et ça a été vraiment une expérience incroyable. Et du coup, ça m'a poussé à partager encore plus. Et puis voilà, ça a été vraiment génial. Jusqu'à ce que je me fasse ensuite opérer du dos.
en fin, alors je crois que c'était 2018, je dis pas de bêtises. En Ça, fait, c'est dû au fait que tu as tiré sur la corde alors, pendant des années avec les compètes, les régimes et tout. Et du alors coup, ça en fait partie. Alors j'ai des hernies discales depuis que je suis ado, et ça c'est aussi c'est un peu génétique et morphologique, dû à la forme de mon bassin, et puis dans ma famille il y en a beaucoup qui l'ont aussi. J'ai toujours refusé de me faire opérer à l'époque parce que j'avais trop peur en fait qu'on me touche le dos. Mais hmm, clairement j'avais déjà très mal, même quand j'étais ado, quoi. Même quand j'étais ado, même après, euh, et c'est quelque chose que j'ai toujours finalement vécu avec des douleurs et tout ça. Sauf que forcément, les compétitions, ça n'a pas dû arranger les choses, surtout les sèches extrêmes, parce qu'en fait, quand tu fais des sèches extrêmes, tu déshydrates ton corps, tu déshydrates les disques aussi. Et ouais. ça m'est arrivé, du coup, c'était un enchaînement de choses. Et à force que je fasse des sèches, ben, je me bloquais le dos de plus en plus et je pouvais rester jusqu'à 15 jours sans pouvoir bouger du mon lit. Tellement Oh la que, en vache. fait, le nerf repinçait tout le temps et c'était horrible. Ça me faisait des douleurs atroces. Et à un moment donné, j'en ai tellement eu marre, j'avais tellement mal et tout. Je me suis dit, allez, c'est bon, maintenant il faut que je me fasse opérer parce que ça peut plus durer. Sauf que je voulais pas je voulais pas une opération classique parce que justement, je venais d'être pro, je venais de commencer mes compétitions pro et j'avais toute ma carrière pro qui était devant moi, tu vois. Donc, je voulais pas me faire opérer avec l'opération classique parce qu'une opération classique dernier discal, il t'ouvre devant. Donc, tu as une cicatrice sur les abdos. Donc, ça, Ok. c'était pour moi impossible. Ils t'ouvrent et ensuite, ils vont te remplacer avec un disque en titane, etc. Et moi, je pouvais pas, quoi. C'était juste impossible pour moi. Et j'ai entendu du coup dire qu'il y avait une technique qui avait été mise au point par un, un médecin à Nice qui s'appelle l'herniectomie. Et apparemment, c'était une technique du coup mini-invasive où on est sous un scanner euh, et en fait, ils arrivent à aspirer la partie de la hernie qui irradie le nerf à chaque fois. Donc, c'est ce qui me faisait en fait les blocages tout le temps. Donc, je me suis dit, Ok. bah, pourquoi pas tester cette méthode. On m'avait dit qu'au bout d'un mois, je pourrais reprendre sans problème le sport et tout ça. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer. Ça peut être quelque chose de, voilà, d'intéressant. Euh, Sauf que bah, ça s'est pas passé exactement comme prévu. Donc, l'opération en elle-même s'est bien passée. Du coup, 2 jours après, même le lendemain, je pouvais à nouveau marcher. Donc, j'avais mal, bien sûr. Je ne pouvais pas reprendre le sport ni rien. Sauf que 2, 3 jours après, des douleurs atroces qui reviennent, des irradiations et tout. Puis là, je peux plus marcher, je peux plus bouger, truc horrible. Et donc, c'est reparti. Je repars aux urgences. Et puis là, du coup, on me fait pas mal d'examens, IRM, scanner, machin. On me met sous morphine et tout ça. Et puis là, au final, il se trouve que je reste plus d'un mois à l'hôpital. Ils savaient pas ce que j'avais. Ils n'arrivaient pas à trouver ce que j'avais. Ils disaient que c'était un hématome post-opératoire ou un truc comme ça. Enfin bref, ils n'avaient pas encore trouvé ce que j'avais. Donc impossible de bouger. Je ne pouvais même pas me tourner dans le lit. Donc Hmm. pendant un mois, je suis resté dans un lit d'hôpital sans pouvoir bouger, sans pouvoir me tourner sur le côté, sans pouvoir aller aux toilettes, rien. Ma femme restait à côté de moi, du coup, pour me soutenir et tout ça. Je continue à bosser sur mes coachings, sur l'ordi et à faire des montages vidéo. Ok. Donc, j'ai jamais lâché le business, même si ma femme, à l'époque, elle voulait pas parce que elle trouvait ça pas génial. Elle était tellement mal qu'elle voulait pas. Mais moi, en fait, c'était quelque chose ça m'aidait de partager ça, en fait, si tu veux. Hmm. Donc, du coup, j'ai partagé, en fait, ce parcours à l'hôpital avec mes abonnés. Et finalement, la chaîne a explosé à ce moment-là encore plus parce que je partageais des choses plus intimes, mais c'était dans un bon sens. C'était dans un truc où je me battais justement pour y arriver, pour réussir à remarcher un jour. euh, Parce qu'on me disait que je pourrais peut-être jamais remarcher, tu vois. Donc Hmm. c'était quelque chose de vraiment difficile à vivre. Sauf que là, dans cet hôpital-là, à Nice, en fait, je pense qu'ils ne pouvaient plus rien pour moi parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Ils n'ont pas réussi à trouver. Donc, je suis parti. Ils m'ont laissé avec tout un tas de cachetons horribles donc, pour la douleur, etc. Et je suis revenu donc du coup dans ma famille avec des équipements médicaux, le lit médicalisé, machin et tout ça. Sauf qu'au bout de 2 jours, les douleurs étaient tellement atroces que j'ai dû appeler un ami en urgence, donc un chirurgien que je connaissais bien, qui travaillait à la clinique du Parc à Montpellier. Je lui ai expliqué tout ce que j'avais et là il m'a dit, écoute, tu te fais accompagner, tu viens tout de suite. Et donc là, mon frère et ma femme me prennent en charge et m'amènent aux urgences à la clinique du Parc à Montpellier.
Et là, ils trouvent tout de suite ce que j'ai dans la nuit. Ils me font des ponctions lombaires. Ça a duré 45 minutes. Ça a été horrible, atroce, les douleurs pour ces ponctions lombaires-là. Mais ils ont tout de suite trouvé que j'avais en fait comme un staphylocoque en fait. C'était une infection. Donc que Ok. j'avais chopé à Nice, que eux n'ont pas découvert. Euh, et là, à la clinique du parc, ils l'ont tout de suite trouvé. Donc, en gros, j'avais une spondylodicite, c'est-à-dire que j'avais une bactérie qui, depuis un mois, était en train de me bouffer les vertèbres et les disques. Donc, j'avais des trous dans les vertèbres et dans les disques. Et donc, c'était pour ça que je pouvais plus marcher, que j'avais mal de façon horrible. Et, euh, Hmm. et du coup, ça a été très, très compliqué. Et là, je suis resté quasiment 3 mois de plus à la clinique. Donc, ils m'ont mis sous antibiothérapie, ils m'ont créé un corset en dur, etc. Donc, pour un athlète professionnel, se retrouver dans un lit d'hôpital pendant quasiment 4 mois sans pouvoir bouger, c'était très très dur. Il fallait avoir un sacré mental. Mais heureusement que j'avais ce mental des compètes, justement, que j'avais ma femme aussi à Hmm. côté. Euh, Bref, tout ça pour dire que, comme tu vois, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas dans ma vie. Je te raconte pas tout encore, mais j'ai eu que ça. Dans ma vie, ça a été J'imagine. que des hauts, que des bas. Il y a eu tout le temps ça. Il y a eu tout le temps des événements comme ça qui ont été atroces à un moment donné, mais qui m'ont fait rebondir sur autre chose. Euh, du coup, euh, du coup, voilà, ça a été un gros tournant aussi dans ma vie, dans ma carrière. À la suite de ça, forcément, j'ai mis plus d'un an pour pouvoir remarcher correctement, pour pouvoir me réentraîner, etc. Donc, j'ai partagé encore tout ça sur mes réseaux, sur ma chaîne et tout. Et je pense que ça a aidé aussi certaines personnes qui me remerciaient justement parce que eux étaient dans des situations similaires aussi et qu'ils avaient besoin d'une lueur d'espoir que je leur apportais finalement en leur montrant que c'était possible. Et donc, je montrais tous les jours que je faisais un petit pas de plus, que même si je n'arrivais plus à vraiment marcher correctement, en fait, je me mettais au bord du lit, je faisais un petit squat et je me rasseyais sur le lit. Pour moi, c'était un effort surhumain à l'époque, mais je le Hmm. faisais et je le montrais. Après, je m'entraînais à nouveau aux élastiques, puis entraîner. Et petit à petit, au bout de quelques mois, je retournais en salle, même avec mon corset. Ma femme me chargeait les poids sur les machines, mais je suis retourné avec, malgré tout, avec tout ce que j'avais. Et puis voilà, puis au bout d'un an, j'ai réussi à me remettre un petit peu dedans. Et puis au bout de 2 ans, j'ai décidé de refaire une compétition. Et ce Et passage-là, du coup, post hôpital, tu restes en France ou tu non, retournes, non, vous non, je retourne. retrouvez à votre vie aux US? Non, non, je suis retourné aux USA à partir du moment où j'ai eu le feu vert des médecins de pouvoir reprendre l'avion, parce que ça, Ok, c'était quelque chose aussi où j'avais pas le droit de reprendre l'avion ok. jusqu'à ce que ça soit consolidé. Et du coup, je suis reparti avec du coup, une espèce de corset en dur tout autour de mon corps qui m'avait moulé sur moi. Et puis, non, là, du coup, c'était aux États-Unis. Ok. Et du coup, voilà, on a continué notre vie. Et puis, un an après, j'ai décidé de me repréparer pour une dernière compétition, pour me lancer un challenge et montrer que c'était possible de revenir aussi au meilleur niveau après avoir vécu tout ça. Et dans une catégorie qui m'inspirait, donc c'est une catégorie qui s'appelle classique physique. Donc c'est une catégorie où c'est un peu plus volumineux que les men's physiques. C'est finalement un peu la catégorie de ce que finalement était Arnold à l'époque, tu vois. Donc c'est Hmm. une catégorie où ils essayaient de faire revenir un petit peu les physiques qu'on voyait à l'époque d'Arnold. Ok. Et donc j'ai décidé de faire cette compétition en professionnel dans cette catégorie-là. Et du coup, ça a été en Italie, à San Marino, en 2019. Et ça a été ma dernière compétition pro. J'ai pas fait de classement, mais je suis revenu avec un super physique, vraiment, dont j'étais très très fier à cette époque-là. Et tout ça, je l'ai partagé aussi. Et donc, forcément, bah, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de pouvoir revenir à mon meilleur physique malgré tout ce que j'avais vécu. Et tu décides d'arrêter pourquoi après les compétitions? Parce que tu as envie de te tourner vers autre chose? La chaîne s'est développée ou c'était trop dangereux par rapport à l'opération que tu avais vécue? Alors, ouais, plein de choses. Alors, d'un côté, je me suis dit que c'était un avertissement aussi peut-être. Tu vois, j'ai pris ça un peu comme un avertissement en me disant, bah, si j'ai eu Hmm. ça, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être. En fait, j'ai Ouais. toujours eu dans ma vie des choses euh, difficiles pour me dire peut-être que je vais pas dans la bonne direction. Donc, je prends Hmm. toujours en fait ces signaux-là pour me dire peut-être qu'il faut que je fasse autre chose, peut-être qu'il faut que je me tourne vers une autre direction. Et puis aussi, à un moment donné, j'arrivais aussi à un âge où je me disais, j'ai quand même poussé beaucoup mon corps à l'extrême. J'ai fait dans ma carrière 35 compétitions, donc ça commence à faire beaucoup. Et au bout d'un moment, en fait, tu as l'impression d'avoir fait aussi le tour, tu vois. Donc c'est à la fois pour des questions de santé et puis aussi pour des questions, voilà, de vie.
de famille aussi, parce que forcément, tu n'as pas de vie sociale quand tu fais des compétitions. C'est tellement dur Ouais. que tu te coupes beaucoup d'amis, tu te coupes de ta vie sociale. Et puis, c'est difficile pour la partenaire aussi avec qui tu es. Donc, tout ça, c'est quand même des choses assez compliquées. Et, euh, et puis voilà, j'ai décidé non, d'arrêter la compétition à ce moment-là. Mais voilà, j'ai pas décidé, en tout cas, j'ai décidé de me focaliser plus sur mon business, de le développer de plus en plus et de déléguer plus aussi. C'est à partir de ce moment-là, justement, que j'ai commencé vraiment à déléguer plus. Tu fais une magnifique transition justement sur la partie business. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux faire un petit tour d'horizon? C'est quoi ton quotidien? Parce que tu continues à faire énormément de sport, tu as un physique incroyable. Tu as tes réseaux sociaux. Donc, en fait, c'est quoi un petit peu tes sources de rémunération? J'imagine que tu as les sponsors, tu dois avoir un petit peu peut-être d'affiliation, tu as tes propres programmes. C'est quoi ton quotidien aujourd'hui et tes business du coup qui gravitent autour? Alors, oui, effectivement, des sources de revenus, je ne sais pas, il doit en avoir peut-être une vingtaine ou une trentaine, j'en sais rien, je compte pas, Ok. c'est pas, je compte pas du tout. Mais la plus grosse partie, c'est effectivement le business en ligne. Donc, c'est mon coaching qui s'est largement développé et bien amélioré aussi. Donc maintenant, c'est plus le coaching que je faisais à l'époque où j'envoyais juste deux pauvres PDF à mes élèves et tout ça. Maintenant, j'ai vraiment une plateforme en ligne, donc avec énormément de contenu vidéo. Euh, j'ai euh, j'ai du coup un groupe Slack aussi, tu dois connaître, donc pour tous mes Ouais. élèves. Donc je rassemble, je fais des lives de groupe régulièrement aussi avec eux. Je fais des visios privés aussi avec eux. Ils ont accès à des contenus bien privés, spécifiques, etc. C'est un accompagnement qui va bien au-delà de ce que je proposais avant, finalement, qui est beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus qualitatif aussi. J'ai des formations donc autonomes aussi, où là, c'est pas du coaching, parce que forcément, c'est pas tout le monde qui peut se payer un coaching aussi. Donc, j'essaye de penser à tout le monde. Donc, il y a mon Ouais. contenu gratuit sur YouTube et sur mes réseaux sociaux. J'ai le programme gratuit aussi que tout le monde plus ou moins propose pour aussi capter les emails sur le site internet, etc. Et à Ouais. partir de là, j'ai d'autres programmes du coup plus abordables. Donc, j'ai aussi mon livre de recettes. J'ai d'autres livres donc sur la nutrition. J'ai d'autres programmes aussi autonomes. Et puis, j'ai aussi d'autres projets que je suis en train de développer avec ma formation pour les coachs, pour développer leur business en ligne, justement. Donc, tout ce que j'ai acquis depuis 10-15 ans, en fait, je suis en train d'essayer de le retransmettre sous forme de format, du coup, vidéo et formation pour, du coup, mes prochains élèves qui participeront à cette formation-là. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un gros projet sur lequel je travaille depuis très longtemps. Et, euh, et justement, ce qui me fait un petit peu rire aussi, c'est que j'ai vu, en fait, trop de gens qui font des formations sur comment développer ton business, mais qui, eux, n'ont jamais réussi à développer leur business, à part en vendant les formations pour développer ton business. Du coup, C'est- je me suis dit, non, là, à un moment donné, c'est bon, ça me saoule, il faut que moi, je crée une vraie formation pour montrer comment moi, j'ai développé mon business depuis 10 ans, en apportant ce que j'ai, moi, construit dans cette formation-là, et puis, bien sûr, en y apportant encore plus de valeur dedans. Et du coup, c'est quelque chose voilà, que j'espère sortir dans les mois qui suivent, avec aussi mon application fitness, etc., puis plein d'autres projets. Donc, c'est ma vie, en fait, elle est, c'est vraiment beaucoup de boulot. C'est-à-dire que c'est du 7 sur 7. J'ai pas de jour de repos off total. Ça n'existe pas chez nous. L'avantage, c'est que ma femme travaille avec moi non-stop aussi, 7 jours sur 7. Donc, je pense qu'on est une bonne équipe et sans elle, je pourrais pas, je pense, faire autant que je fais aujourd'hui. Je pourrais pas non plus grossir comme ça. Et puis, on a réussi à trouver un bon équilibre aussi. Parce qu'il nous est arrivé aussi un miracle dont je n'ai pas parlé aussi, mais on a eu un petit bout qui maintenant a 16 mois, donc qui est arrivé comme ça du jour au lendemain, alors que ma femme était censée ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et donc Génial. à 40 ans, elle a eu, donc moi j'en ai 42, elle en a 40. Donc un enfant qui arrive comme ça à cet âge-là de façon miraculeuse, c'est quelque chose, ça pouvait pas mieux tomber finalement parce que maintenant en fait on est plus posé, je fais plus de compètes et Hmm. on avait déjà développé notre business. Donc ça aurait été avant, ça aurait été très très compliqué parce qu'on n'aurait pas, honnêtement, on n'aurait pas pu gérer un enfant avant. Donc finalement c'est super qu'il soit arrivé maintenant parce que on a de la chance de pouvoir travailler à la maison, donc de pouvoir aussi le voir beaucoup. Donc même si on a une nounou qui s'en occupe un petit peu quelques heures par semaine,
on passe beaucoup de temps avec lui, donc on a de la chance de l'avoir aussi. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de super. On a réussi à trouver un équilibre là-dessus. Et puis voilà, sinon ma femme gère mon équipe parce qu'au début on n'était que deux, comme je te disais, à travailler. Ouais, Maintenant on est plus d'une dizaine. ok. Donc c'est plutôt elle qui gère l'équipe aussi, qui gère T'as quoi du coup comme pas mal de choses. c'est des salariés, des freelances, c'est quoi un petit peu la C'est typologie de poste? ouais, c'est plus des freelances. Donc, mais pour la plupart on travaille avec eux déjà depuis plusieurs années, donc Ouais, c'est bien quand sûr. même très régulier. Mais bon, on a notre copywriter qui est même plus qu'un copywriter parce que en fait il me connaît tellement depuis des années qu'il peut écrire à ma place. Et il sait Ok, exactement ce que je pense, il sait exactement tout. Donc c'est lui qui gère aussi tout ce qui est Active Campaign, tout ce qui est newsletter, tout ce qui est ouais, bien sûr. page de vente. En fait, tu connais tout ça. Ouais, Donc ça c'est lui qui gère. On a notre rédacteur qui maintenant prend le relais sur tout ce qui est articles de blog, tout ce qui est référencement SEO du coup sur cette partie-là. Euh, Maintenant, j'ai deux monteurs aussi, alors qu'avant, c'est moi qui faisais moi-même mon montage vidéo. C'était, je sais pas comment je faisais à l'époque pour tout faire. Quand j'y repense, j'ai du coup pour les miniatures aussi, le designer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre On a une équipe de webmasters où ils sont quatre aussi à gérer. Parce que maintenant, le site, c'est un peu une usine à gaz. Parfois, j'atteins presque les 200 000 visites par mois, donc ça commence à faire sur le site. ah, c'est beau, hein? Donc ça, c'est un Ah, gros, gros travail depuis plus de 10 ans. Ça, les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils voient pas, en fait. Mais Ouais, c'est un énorme travail derrière. c'est un taf de fou. C'est un taf de fou. Il y a, Après, je fais beaucoup d'organique, donc je ne paye quasiment pas depuis Facebook. J'ai essayé à un moment donné, puis finalement, j'en ai pas forcément besoin. Donc ça, c'est un gros, gros avantage aussi quand je vois mes autres amis entrepreneurs qui dépensent des fortunes sur les publicités Facebook. Je me dis que, entre guillemets, c'est pas de la chance parce que c'est quelque chose que j'ai mis 10-15 ans à construire. Bien sûr. Mais le trafic organique qu'on a maintenant, plus YouTube et plus tous les réseaux, c'est incroyable en fait Hmm. ce que ça peut avoir comme impact. Donc voilà, tout ça, c'est vrai que donc j'ai très certainement oublié aussi des postes, mais en tout cas, on est maintenant l'équipe de closer aussi. Enfin, tu connais, bon, Ouais. c'est pareil. Donc euh, donc voilà, ça aussi pareil, on n'avait pas avant. Avant, c'était ma femme qui répondait aux emails, du coup des gens qui se renseignaient pour le coaching et qui leur vendaient par email ensuite le coaching, tu vois. Donc on en était là en fait. On attendait que les gens viennent vers nous pour vendre, Hmm. tu Hmm. vois. On n'avait même pas idée qu'on pouvait faire différemment. On était vraiment à des années-lumière de ce qu'on fait maintenant, si tu veux. Et maintenant, je suis obligé d'ouvrir des candidatures à telle période de l'année pour prendre juste un certain nombre de personnes pour le coaching parce que je peux pas faire plus. Et, euh, Hmm. et je voulais au début embaucher d'autres coachs, etc. Mais le problème, c'est que les gens, ils veulent pas, en fait. Et Ouais, ils veulent je peux bosser avec toi. et ils veulent bosser qu'avec moi. Donc Ouais, du coup, logique. il y a d'autres entreprises de coaching qui ont plein de coachs et qui ont une grosse équipe de coachs, etc. En fait, moi, c'est quelque chose que je peux pas faire parce que bah, les gens, ils veulent vraiment travailler qu'avec moi. Donc c'est pour ça que du coup, on est obligé maintenant de limiter les candidatures et de faire uniquement du coaching sur candidature. Et du coup, Hmm. on sélectionne avec des appels. Donc tu connais comment ça se passe maintenant. De Ouais. toute façon, voilà, c'est comme ça. Et Ça répond peut-être à une question que j'allais te poser, mais j'allais te dire, du coup, tu te focuses vraiment que marché français ou tu as aussi ouvert une branche US, mais du coup, en fait, entre guillemets, si tu as des places limitées, peut-être juste le marché français te suffit à faire C'est bon c'est- chiffre. c'est ça, c'est que en fait c'était l'idée que j'avais depuis un petit moment de faire les deux. Le problème c'est que déjà ça demande énormément de travail, mais Ouais. c'est vraiment énorme. Alors effectivement j'ai le site qui est en anglais aussi, mais pour l'instant je peux pas me focaliser sur les deux en même temps. Hmm. C'est quelque chose que j'essaierai de développer plus tard, mais si tu veux je peux pas me dédoubler plus que ça pour l'instant. Donc si tu veux je pense que le marché américain, je le ferai avec mon appli, ma future appli, Ok. que je fais en deux langues. Mais je pense pas pour l'instant proposer encore du coaching pour le marché américain. Alors que c'est vrai que le marché américain, tu peux largement faire doubler, voire tripler les prix aussi par rapport au marché Ouais. français. Quand tu vois les coachings ici, c'est n'importe quoi. Les prix, c'est... Après,
c'est aussi en fonction du marché, de la vie Bien ici sûr. aux États-Unis. Mais c'est incroyable. En fait, il n'y a pas de limite de chiffres ici. C'est un truc de dingue. Quand je Hmm. vois des entrepreneurs américains qui sont dans le même marché que moi et qui font 2-3 millions par mois, tu te dis, waouh, c'est les États-Unis, quoi. C'est dans le Ouais. coaching fitness en France, mais je pense pas qu'il y en ait qui fassent ça. Ouais, je vois plus pas de nom qui me viennent en tête sur du coaching pur. C'est vrai que c'est des chiffres impressionnants. De toute façon, c'est toujours ça, hein. Je pense dans toutes les Ça, niches aux US, ils nous mettent un trou ouais, monumental. Mais mais leur méthode, ça marcherait pas ici. Ils sont hyper agressifs. ouais, C'est ouais. Puis ils ont une très, très audience agressif. aussi qui est déjà beaucoup plus large. Ils parlent au monde entier. Ils peuvent Ouais, avoir un Indien qui va acheter, un c'est ça, Australien, un c'est Néo-Zélandais. Et ça. nous, les Français, on parle France, Belgique, Suisse, et c'est Mm. terminé, quoi. Alors j'ai beaucoup de De Canadiens Canadiens, aussi ouais, c'est vrai, Canadiens. et de gens des îles, j'en ai pas mal en fait. On se rend pas compte, mais j'ai beaucoup Réunion, Martinique, Guadeloupe, Haïti, tout ça, j'en ai pas mal. C'est vrai, c'est vrai, Non, c'est mais vrai. c'est sûr, on n'est pas à plaindre. On a quand même un beau marché, à de quoi faire Mm. déjà Non, pour c'est pour gagner sa ça. vie dans le digital. Ouais, ouais, non, il y a un gros marché. Mais après, oui, oui, le marché américain, je vois qu'il y a une grosse possibilité parce qu'à chaque fois que je vais m'entraîner, on me demande tout le temps du coaching. Sauf qu'en présentiel, maintenant, j'en fais quasiment plus parce que j'en ai fait toute ma vie et ça Hmm. me prend trop de temps et j'ai plus Ouais, c'est vraiment plus envie de le rentable. faire. Non, c'est plus rentable. Et puis, je l'ai tellement fait longtemps, si tu veux, que voilà, c'est plus quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Je préfère faire des séminaires, des formations, des trucs comme ça que du coaching de one-to-one pur. Donc voilà, ça sera pour plus tard ça aussi. Et en source de revenus, tu dis que tu en avais beaucoup, mais c'est quoi les deux, trois grosses sources que tu peux avoir? Ouais, C'est après, plutôt. effectivement, donc après le business, bah, il y a les sponsors aussi, donc forcément. Donc sponsor, c'est tout ce qui est complément alimentaire, nutrition, vêtements. Après, évidemment, il y a les affiliations aussi, Amazon, il y a les affiliations, il y a plein de choses. Tu dois connaître tout ça aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai? J'ai mes livres aussi qui sont sur Amazon. Puis après, c'est des investissements, IMO, crypto, un peu tout ça, quoi, tu vois. Ça aussi, je Stylé. pense que. Il y a une petite partie investissement dans le podcast, mais justement, j'allais y venir, on se rapproche des parties de la fin. Mais justement, aujourd'hui, j'allais te dire, là, tu es installé, tu as ton business qui tourne. Et la question qui vient souvent, c'est quand on rentre un petit peu d'argent, qu'est-ce qu'on en fait? Comment tu le dépenses, justement, toi, au quotidien? C'est quoi un petit peu ton rapport à l'argent quand tu as commencé à en gagner au début, quand tu étais jeune, puis après, ça s'est amplifié? Est-ce que tu as cramé? Est-ce que tu as tout de suite, tu avais dit, tu as acheté un appartement, mais est-ce que tu as continué dans cette optique-là? Aujourd'hui, comment tu investis? C'est quoi ta vision un petit peu Alors, global, futur, business, investissement corrélé? Est-ce que c'est toujours un peu lié les deux, quoi? alors, au tout début, que tu commences à gagner un peu d'argent, tu as envie de cramer, tu as envie de montrer à tout le monde. Mais ça, en fait, ça dure pas longtemps. Parce qu'en fait, tu te rends vite compte, tu te dis, ouais, mais attends, je bosse comme un taré pour faire ça. Et là, je viens de tout cramer en 2-2 sur une connerie. Du coup, tu te remets très très vite en question, en fait. Et là, en fait, enfin, moi, en tout cas, pour ma part, je crame pas n'importe comment, pour n'importe quoi, et je fais toujours très attention. Surtout en Floride, honnêtement, la vie est extrêmement chère comparée à la France. C'est juste incomparable. C'est incomparable. Donc, si Hmm. tu veux, le lifestyle qu'on a ici en Floride, ça nous coûte extrêmement cher. Mais en même temps, c'est une qualité de vie qui est aussi vraiment incroyable. Donc, Hmm. donc, je regrette pas. Mais par contre, c'est vrai que parfois, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de bosser aussi autant pour au final dépenser autant, alors que peut-être dans un autre pays, on pourrait gagner moins, mais finalement travailler beaucoup moins aussi. Donc après, tu arrives à un âge aussi, quand tu dépasses les 40, que tu as un petit, tu te dis, est-ce que je vais pas un petit peu relâcher le pied maintenant? Il est temps de profiter un petit peu. Donc voilà, il y a un petit peu ça aussi comme question qui se pose. Mais voilà, quand tu es aux États-Unis, tu as toujours ce truc qui te pousse, en fait, cette société, tous Hmm. les gens qui sont plus entrepreneurs autour de toi et tout ça. Donc, tu es toujours boosté, en fait, pour faire toujours plus. Donc, après, c'est un peu un cercle vicieux, tu vois. Donc, tu commences à réfléchir après au but de la vie, qu'est-ce que tu veux vraiment, tu vois. Donc, voilà, on en arrive un petit peu là. Mais en termes, pour revenir à ta question, en termes d'investissement, j'ai investi très tôt, moi, de toute façon, dans les appartements.
et dans l'immobilier. Et du coup, j'ai mes maisons du coup ici en Floride et en France. J'ai après placé en bourse, tu sais, sur les trucs américains la plupart. Ouais, Donc voilà, en crypto. Et puis voilà quoi. J'essaye c'est beau. de me diversifier au maximum. J'essaye de ne pas faire ça n'importe comment. Donc je me renseigne, j'apprends avant d'investir. J'essaye de comprendre le truc avant pour pas faire n'importe quoi. Mais voilà, j'essaye de faire en sorte que d'investir correctement pour que l'argent travaille pour moi en fait et pas l'inverse quoi. Donc voilà. Puis après. Oui, on se fait des petits plaisirs de temps en temps, heureusement, parce que si tu te fais jamais plaisir, C'est à un clair, moment donné, tu te demandes pourquoi tu bosses. Donc, c'est c'est vrai que clair. c'est toujours ça, mais voilà, en fait, plus ou moins, quoi. Je pense Bah, que très, j'ai. très, très, très beau parcours en tout cas, Julien. Et ce qui est intéressant, j'aimerais bien, c'est est-ce que si tu pouvais trouver trois peut-être clés ou tournants ou soft skills, compétences un peu humaines, ou je sais pas, je trouve pas le bon terme, mais à ressortir un petit peu de tout ça, si tu regardes dans le rétroviseur, que tu devrais donner trois conseils à ton toi de 18 ans par exemple, ou de 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais, ou même à quelqu'un qui nous écoute, mais peu importe l'âge finalement, mais un petit peu en leçon de vie ou des trucs qui sont ancrés en toi maintenant, pour résumer un petit peu l'échange global. Alors, ce que je pourrais dire, c'est, enfin, en tout cas, moi, si j'en suis arrivé là aujourd'hui, je pense que d'abord, c'est la passion. Parce qu'en fait, je pense que tu peux pas durer si tu n'aimes pas ce que tu fais, déjà. Mmh, mmh. Euh, Parce que c'est un parcours qui est tellement long, compliqué, semé d'embûches, l'entrepreneuriat ou n'importe quoi, la compétition, le sport, etc., que si tu t'es pas passionné, c'est compliqué d'être motivé tout le temps jusqu'au bout. Et après, c'est surtout ma devise, moi, c'est toujours de rien lâcher, parce que de toute façon, à partir d'un moment, il y aura toujours le retour de la médaille, quoi qu'il arrive. Si tu n'arrives pas en fait à atteindre tes objectifs, c'est que tu as arrêté trop tôt. Donc le truc, c'est que ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a réussi et quelqu'un qui n'est pas allé encore au bout de ses rêves, c'est qu'il a abandonné trop tôt, quoi. C'est tout. Mmh. Donc il faut rester tout le temps motivé. Faut pas avoir peur de travailler, d'en faire plus que les autres. Surtout, il faut aussi lire plus que la moyenne. La plupart des gens ne lisent jamais. Moi, Très intéressant. j'essaye d'écouter un livre audio par semaine. Donc, que ce soit dans la voiture, que ce soit avant de me coucher, que ce soit en allant me promener, ça m'a pas mal aidé aussi. Ça m'a fait voir les choses de façon différente. Ça ouvre l'esprit. Donc, écoutez des livres audio, ça c'est super important. N'ayez pas peur d'investir dans vous-même avant tout aussi. Mmh. Donc, les gens souvent ils se disent ah mais je vais pas payer pour cette formation, ou je vais pas payer pour ce livre, ou je vais pas payer pour ça. Mais ils se rendent vraiment pas compte à côté de quoi ils passent en fait. Parce Mmh. qu'en investissant sur soi-même dans sa propre formation, mais ça a juste pas de prix quoi. Donc Mmh. c'est ça que j'aimerais faire comprendre aux gens, c'est qu'ils ont, ça leur fait pas peur de dépenser 2000 balles pour le nouvel iPhone ou pour ou 3 ou 4000 pour les lunettes, tu Ouais, sais, le casque. le casque, voilà. Mais par contre, dès qu'il va y avoir quelque chose à payer pour une formation, pour un programme, pour un truc comme ça, et ils vont dire ah non, et tout, c'est de l'arnaque ou un truc comme ça. Alors que c'est quelque chose que au final, ça va peut-être leur déclencher un truc dans leur vie qui vont faire que ils vont passer d'un statut de salarié à un statut de méga entrepreneur en quelques années, où ils vont faire 10 fois le chiffre qu'ils faisaient avec une meilleure vie, en pouvant vivre n'importe où dans le monde, euh, la vie qu'ils rêvent. Euh, donc, euh, donc voilà, faut pas avoir peur d'investir sur soi-même, de se former, quoi. C'est vraiment Mmh. le truc, et rien lâcher. Ouais, je te rejoins à 100%. Hyper, hyper inspirant, tout ce que tu dis. Bah, écoute, Julien, on arrive sur la fin du podcast. J'ai toujours des petits jeux un peu tranquilles, des petites questions rapides avant de clôturer. Est-ce que toi, tu es plutôt dans l'investissement? Est-ce que tu es plutôt IMO, justement, ou crypto-bourse? Justement, c'est un petit peu, moi c'est les deux, parce que, alors c'est vrai que l'IMO ça me fait moins peur parce que c'est quelque chose que effectivement on peut toucher, que c'est
c'est physique, tu vois. Donc tu sens que, je sais pas, voilà, je peux le toucher, donc ça me fait peut-être un petit peu moins peur, on va dire. Il y a moins de fluctuations. J'ai Ouais, toujours fait des bonnes affaires, je pense, parce que j'ai toujours eu une bonne intuition dans ce que j'ai fait, euh, comme, comme achat ou comme coût immobilier. Mais après, je serais pas là à vouloir acheter plein d'apparts, à gérer 150 apparts et tout ça. C'est pas vraiment hmm, mon truc. Je pense que ceux qui font ça, c'est vraiment un boulot à temps plein ou alors il faut. Enfin, c'est pas trop mon truc en fait, tu vois. ouais, Je suis pas trop là-dessus. Je préfère plus investir dans mon business que sur autre chose en priorité, donc sur moi-même, sur mon business et après diversifier effectivement entre l'IMO, la crypto et puis la bourse. Mais après, j'ai plus d'IMO que du reste. Oui. ok. Ok, ok. Après, autre petite question, est-ce que tu es plutôt art physique ou NFT? Si ça te parle, mais comme tu es un peu crypto. Oui, oui. Alors, pour m'être fait avoir par les NFT, je pense que je dirais plutôt à art physique parce que je pense que un petit peu comme tout le monde, j'ai voulu investir au début sur les NFT. Alors, j'ai essayé je me suis dit, j'ai laissé passer la crypto à l'époque. Je veux pas laisser passer les NFT et tout ça. Et puis, du coup, j'ai essayé de me former dessus. J'ai essayé d'être le premier dans certains trucs et tout ça. Et puis, en fait, voilà, j'ai vu que c'était un petit peu un coup d'épée dans l'eau, malheureusement. Donc après, il y en a qui y croient encore, hein, mais il y en a qui ont acheté des NFT pour 1 million de dollars qui vaut zéro aujourd'hui. Donc Ouais, ça pique. bon, ça pique, hein, ça fait mal. Ouais, Hein. ouais, ça fait mal, je suis d'accord. Donc non, pour le coup, non. Après, j'ai pas investi beaucoup dans les NFT, honnêtement. Ça fait chier ce que j'ai perdu peut-être, mais c'est quelque chose que je pouvais me permettre. Et je Hmm, pense que comme tout le monde doit le répéter, il faut investir de toute façon que ce qu'on peut se permettre de perdre ouais, et totalement. pas ce qu'on n'a pas. Mais je serais plus effectivement dans l'art physique, dans le vrai, ouais, à Ouais, toucher quoi, palpable. le palpable. Mais en Et priorité, je dirais quand même dans soi et son business. ok, très très bon. Et pour finir, tu en as déjà parlé un petit peu tout au long de l'épisode, mais si tu devrais citer un mentor, quelqu'un qui vraiment t'a drivé, qui t'a inspiré tout au long de ta vie et qui continue de t'inspirer aujourd'hui, je te laisse le citer, mais Ah bah oui, bah tu veux parler d'Arnold, je suppose. Ouais, bah exactement. c'est surtout son parcours qui est super inspirant. C'est vrai que le mec il part de rien, d'une petite ville d'Autriche, il débarque aux États-Unis sans parler anglais, il devient Mister Olympia plusieurs fois, 7 fois, et en fait il atteint à chaque fois un niveau, le top niveau dans le domaine qu'il a choisi. Et ensuite, du coup, une fois qu'il a fait le tour, il passe à un autre, et là, il devient ensuite le numéro un les films d'action. Et puis une fois qu'il a atteint le top, il se dit non, il y a encore autre chose derrière. Et puis là, en politique, et pareil, il y a les gouverneurs de Californie, rien que ça. Et en fait, voilà, ce qui m'inspire, c'est qu'il dit chaque fois qu'il arrive à atteindre un sommet, il voit déjà celui qui est là-bas au loin, quoi. Hmm, Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré. Alors voilà, après, on peut le critiquer pour plein de trucs, mais en fait, son parcours global, finalement, c'est quand même assez inspirant et c'est ça qui m'a, voilà, je pense que c'est en partie grâce à lui si j'ai fait tout ça, c'est lui qui m'a inspiré justement pour en arriver là. Ouais. Même si je suis ouais, encore très 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 loin de ce que j'aimerais faire. Mais oh, bah déjà, tu as un c'est pas grave. sacré parcours, c'est impressionnant et du coup, tu inspires des centaines de milliers de personnes au quotidien, donc c'est top, chacun inspire à son échelle. Donc bah, déjà, en tout cas, bravo et félicitations pour tout ton parcours qui est impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour le futur? Waouh. Écoute, la santé, toujours autant d'amour et puis voilà que du positif pour ma famille et moi quoi. Ouais, qu'est-ce que je peux dire de plus? D'être heureux surtout et puis d'aimer ce qu'on fait. Il y a pas de, voilà, ça a pas de prix en fait de pouvoir profiter à la fois de son petit, de sa femme tous les jours en même temps que tu travailles là où tu as envie d'être, Hmm. sans contrainte géographique. Je pense que ça a pas de prix donc continuer ça en fait. Bah Voilà. écoute, en tout cas, je te le souhaite, je pense que tout le monde te le souhaite. Merci beaucoup, Merci. Julien, pour l'épisode. Je passais un super moment avec toi. Ton parcours, il était hyper inspirant et je pense que l'épisode va pas mal plaire aux gens. C'était très, très sympa d'avoir Merci beaucoup accepté Hugues d'y pour cette participer. invitation. C'était très, très cool. Merci à toi pour cette invitation, c'était vraiment cool aussi.
Merci Bah beaucoup. écoute, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation, et puis on va refermer l'épisode sur tout ça. Merci à toi. Ciao, Merci à tous ciao. les auditeurs aussi. Ciao, ciao.